Bonjour, bienvenue pour ce grand débat. Cycle de vie et coût global, quelle méthode pour quels enjeux économiques et climatiques? On parle de ce sujet clé avec nos invités que l'on remercie de leur présence. Nicolas Prudhomme, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'USH, l'Union sociale pour l'habitat. Franck Hovorka, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur technique et innovation de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, et président du conseil de la RICS en France. Julien Plantier, bonjour, bienvenue. Vous êtes premier adjoint au maire, délégué à l'urbanisme dans cette belle ville de Nîmes qui nous accueille aujourd'hui, et vous êtes également conseiller départemental du Gard. Franck Deussemont, vous êtes président de l'Intec, économiste de la construction et président de Corel, qui est basé à Lyon et à Paris. Valérie Flicoteau, vous représentez les femmes dans cet auditoire et tant mieux. Vous êtes vice-présidente du CNOA, le Conseil national de l'Ordre des architectes. Enfin, Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, pas de la construction, vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de Sociétal qui travaille avec l'Institut de l'entreprise et essayiste. Franck Deussemont, vous avez souhaité, tout comme Pascal Asselin, ancien président qui est dans la salle, que ce congrès porte sur le cycle de vie. Quel lien faites-vous d'une part entre le cycle de vie et d'autre part entre les enjeux économiques et climatiques dans la filière construction? Bonjour, bonsoir, donc c'est fort. Merci à tous d'être là. En fait, on est dans la continuité de cursus de réflexion que nous menons au niveau de l'Intec. Et on avait une vraie préoccupation. Donc la préoccupation, en fait, c'était d'aller ou de répondre aux réformes qui sont en cours. Alors on a tous entendu parler de différentes réformes. La fameuse RE 2020 qui arrive dans des conditions un peu particulières, dont on discutera dans les quelques minutes. Mais pour nous, économistes, en fait, c'était déjà de remettre un petit peu la balle au centre du terrain, c'est-à-dire de parler du coût global, qui est une norme qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, que très peu mettent en œuvre. Vous avez participé à l'atelier et puis on a fait une masterclass sur les outils qui est arrivé en France au niveau de la guerre, en fait à peu près au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et qui était une vraie préoccupation. C'est-à-dire qu'on a une lecture très globale en fait de l'approche des projets qu'on réalisait. La réalité, elle est là en fait. La réalité, c'est que nous sommes des hommes de la maîtrise d'œuvre et qu'en réalité, on l'applique peu. Qu'on se rend compte que les acteurs en fait de l'acte de construire se seront un peu écartés en tout cas de cette norme et ne l'ont pas intégré en tout cas dans leur schéma de réflexion. Donc on a voulu en fait dans le cadre de ce congrès initier cette réflexion et faire le lien avec la suite parce qu'on va parler de carbone, on va parler en fait de démarches très nouvelles, un peu contraignantes, mais déjà rappeler un basique, c'est que en fait avant tout il y a le coût global et que le coût global en fait l'économiste est au cœur du dispositif et qu'il est réellement important en fait qu'on l'aborde ainsi. Alors, on a une vraie responsabilité d'acteur, on est des généralistes de l'acte de construire, alors je vais défendre bien sûr ma famille. On est des généralistes de l'acte de construire, mais pour autant, tout seul, on est un maillon d'une chaîne et on se sent un peu seul. Voilà. Donc au travers de ce congrès, on a voulu, je dirais, faire de la synergie. Donc c'est pour ça qu'on a voulu être accompagné, en tout cas dans ce débat, par des maîtres d'ouvrage, publics, privés et des collectivités, par l'Ordre des architectes qui fait partie effectivement de nos partenaires, qui sont très souvent mandataires dans nos équipes. Et puis avoir une lecture un peu plus haute, voilà, avec un économiste qui nous explique comment vont être les inflexions des années à venir. Historiquement, c'était le métier de maîtreur, vérificateur. Et depuis 15 ans, vous avez le cycle de vie qui fait partie de votre ADN. Et l'économiste de la construction, comme son nom l'indique, c'est un spécialiste des coûts et du phasage. Alors ça, c'est la grande bataille de notre profession. On est des généralistes de l'acte de construire, voilà, très clairement. Et on est au centre du dispositif. Alors on dit que c'est effectivement dans notre ADN, c'est que on a ça en nous. Dès l'acte, dès le premier coup de crayon, en fait, on a cette dimension-là, voilà. Donc il y a un côté un petit peu, je bombe le torse et je dis que l'ADN, enfin en tout cas que les économistes ont l'ADN du coût global, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que dans l'acte de construire à toutes les phases de l'opération, on a cette valeur ajoutée qu'on peut apporter alors à nos clients, mais à l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre notamment. Et voilà. Donc c'est effectivement le point important en ce qui nous concerne. Nicolas Prudhomme, vous représentez avec l'USH, le mouvement HLM, l'Union sociale pour l'habitat, l'un des principaux bailleurs, le premier bailleur social et l'un des principaux maîtres d'ouvrage. Vous avez un parc de 5 millions de logements et vous construisez 120 000 logements neufs par an.
Alors tout à fait, nous on est la confédération, donc on représente effectivement l'ensemble des familles, des organismes logement social en dehors des SEM, et effectivement c'est un stock absolument considérable puisque ça représente à peu près 5 millions de logements et en objectif de construction annuelle 120 000 logements neufs. Donc on a bien entendu ce sujet du coût global qui est extrêmement important pour nous et peut-être plus que pour d'autres. Alors je laisserai peut-être aussi nos amis promoteurs s'exprimer sur le sujet, mais d'autant plus important pour nous parce qu'on est dans la détention long terme. Donc tous les bâtiments aujourd'hui qu'on réalise, qu'on construit ou qu'on achète, on va généralement les conserver au moins 50 ans ou plus. Et donc la notion de coût global, c'est-à-dire cette vision qu'on peut avoir sur l'ensemble des externalités, des conséquences, etc., a un sens extrêmement fort, que ce soit sur le plan économique, puisque là on est sur un coût global qu'on définit comme économique, mais vous l'avez compris, sur un coût peut-être global qu'on pourrait qualifier de durable, puisqu'on a aussi, nous, un impact sociétal, c'est-à-dire comment vivent les gens dans nos bâtiments, comment ça évolue, quel est le turnover, tout ce qu'on peut y lier, c'est-à-dire la dégradation, etc., la qualité de vie, et puis bien entendu le poids environnemental, puisque on va parler de carbone par la suite. Et comme vous le savez, une bonne partie du carbone produit par le secteur logement, c'est le chauffage et les eaux, le chauffage des eaux sanitaires. Quand on a un parc de 5 millions de logements qui est équipé, pour des raisons de politique passée, à 75% par du gaz, vous vous doutez que le poids que ça représente devient un sujet. Voilà. Franck Hovorka, c'est une autre approche puisque vous représentez les promoteurs immobiliers, mais vous, peut-être qu'il y a des points communs que vous partagez avec Nicolas Prudhomme de l'USH, mais pour les promoteurs immobiliers, quel lien faites-vous entre le cycle de vie d'une part et d'autre part les enjeux économiques et climatiques? Alors, à ce stade, le problème que nous avons, c'est que le coût global n'a jamais été utilisé pour deux raisons. La première, c'est qui dit coût global dit utilisation de milliers d'informations sur le cycle de vie, la durée de vie des composants, leur performance. Et avant l'arrivée de la digitalisation, et je remercie Pierre Mitt, ancien président de l'Intec également, sur tous les travaux qu'on a pu faire ensemble il y a 10 ans sur ce sujet-là, c'est quand on a pensé digitalisation, on l'a vu comme enfin le moyen d'utiliser ces informations et la gestion de ces informations pour arriver vers le coût global. Parce que vous ne pouvez pas faire de coût global si vous ne traitez pas toutes ces informations sur les composants du bâtiment, la performance auquel vous arrivez avec les sous-systèmes. Qui dans la salle sait combien il y a de composants dans un immeuble? Donc c'est une question non pas de principe mais de modalité? Ah oui, regardez, qui sait combien y a-t-il de composants dans un immeuble aujourd'hui? On va aller sur ce sujet, notamment les calculs de seuil de carbone. Non, mais sans parler de seuil, il y a entre 60 et 80 000 composants unitaires dans un immeuble. Ça veut donc dire qu'il faut gérer 60 à 80 000 lignes avant de parler de coût global et de savoir combien de temps de durée de vie on a sur ce composant, quel est le prix du remplacement, quel est le prix de la gestion. Et on travaille énormément avec nos collègues de la gestion maintenance. On va travailler sur une convention avec d'autres fédérations pour justement mettre au point le suivi de ce qu'on appelle les plans pluriannuels de gestion, ce qui va parler à mon ami Nicolas, puisque c'est aussi le sujet pour le logement social, et de voir comment nous, promoteurs, en travaillant sur l'estimation des plans pluriannuels de gestion, on peut envoyer une information vers nos investisseurs et acquéreurs qui permet de différencier le coût global d'une opération. Julien Plantier, on est dans cette ville de Nîmes que vous représentez, puisque c'est votre ville et vous êtes en charge de l'urbanisme. Quel lien faites-vous entre le cycle de vie, le coût global et les enjeux économiques et climatiques auxquels vous êtes très sensible? Bonsoir à toutes et à tous, ravi de me retrouver ce soir devant vous. Je vous remercie bien évidemment l'UNTEC d'avoir choisi Nîmes comme terre d'accueil par rapport à cela. Je salue mon collègue Xavier Doué en charge du tourisme qui n'est pas pour rien dans cette démarche et donc je le remercie doublement. Ce soir, je vais tenter de représenter les collectivités territoriales avec ma casquette de premier adjoint au maire de Nîmes. Donc on a aujourd'hui des enjeux, on va dire, complémentaires autour de la tribune. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des collectivités territoriales, cette notion de coût global et de cycle de vie, c'est quelque chose de novateur, dans la mesure où nous, en tant que donneurs d'ordre, c'est pas forcément
quelque chose sur lesquels on intervenait auparavant. Et vous avez rappelé notamment les dispositions législatives, que ce soit avec la loi du mois d'août dernier, climat et résilience, notamment avec cette future RE 2020 qui va chambouler un petit peu le calendrier pour les acteurs de l'urbanisme et de la construction. Vous savez, nous, au niveau des élus locaux, ce qu'on peut envisager, c'est qu'on puisse être dans une phase, on va dire, d'un environnement vertueux, un chaînage vertueux par rapport à cette notion de construction, un petit peu cette architecture de cueillette, avec l'utilisation d'un certain nombre de moyens propres dans notre bassin, dans des ressources locales et l'utilisation par rapport à cela. Et il me semble qu'on a aujourd'hui une double approche, à la fois au niveau économique, notamment par rapport à la conception et la réalisation, mais aussi d'un point de vue climatique. Et c'est vrai que notre territoire, nous, sur le territoire nîmois, est très lié aux enjeux climatiques et à la gestion des risques. Et là-dessus, il est clair que ce coût global est extrêmement important pour nous, notamment par rapport à la gestion, maintenance, l'exploitation et aussi à la déconstruction, parce qu'il faut aussi l'envisager lorsqu'on est, on va dire, maître d'ouvrage par rapport à cela. Et à la différence peut-être de mes collègues, nous, il y a cette notion de l'électorat qui arrive en dernier ressort et qui est extrêmement prégnant, et là-dessus qui peut être parfois juge de l'action des collectivités. Et là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément il y a encore une dizaine d'années, et qui, notamment par rapport à ces nouvelles vagues de dispositions réglementaires ou législatives, vont nous obliger à être à la fois sur des ressources locales, des matériaux moins énergivores, là-dessus ça c'est indéniable, et surtout de peut-être mieux travailler avec les acteurs économiques du territoire. D'accord. Et on parlera tout à l'heure, puisque vous y faisiez allusion, de la dualité entre le court terme et le long terme. Valérie Flicoteaux, vous représentez les architectes. On a 30 000 architectes dans notre pays. Le CNOA a été très proactif sur le cycle de vie. Quel lien faites-vous entre le cycle de vie, le coût global et les enjeux économiques et climatiques ? Bon, déjà, bonsoir, merci. Je suis très heureuse aussi d'être ici, d'avoir été invitée. Effectivement, les architectes sont des partenaires à côté, et on est content d'avoir des économistes à côté de nous pour travailler avec nous. Donc je suis ravie d'être ici. Moi, la réflexion que m'amène la question du coût global, c'est... justement comment un bâtiment vit dans le temps, et comment aussi on peut travailler le plus en amont possible à faire qu'il soit sobre dans son exploitation, donc qu'il consomme pas trop d'énergie, qu'il ne demande pas un entretien, une maintenance qui soit trop prégnante, donc à une prescription aussi de choses qui sont robustes et qui vont résister dans le temps. Et que le bâtiment vive le plus longtemps possible. Ça c'est le premier aspect qui est très important pour nous, s'engager dans une prescription et une construction sobre à l'exploitation. Après, tout le volet Franck en a parlé, tout le volet de la construction durable autour des matériaux, du choix de matériaux, du cycle de vie des matériaux, de la construction de circuits courts, de travailler peut-être autrement sur les territoires avec des matériaux qui sont locaux, adaptés, et qui permettront aussi, au-delà de la construction neuve, d'avoir une réhabilitation qui soit plus performante et plus adaptée aux bâtiments sur lesquels on travaille. Donc ça, c'est aussi un autre volet. Et derrière tout ça, il y a quand même la tension entre, d'un côté, un investissement initial qui est peut-être consentir un investissement initial peut-être un peu plus important, mais dans une vision globale et de long terme de vie du bâtiment qui vivra mieux s'il est mieux construit initialement. Donc pour nous, cette question du coût global, elle réintroduit cette question de la qualité et de la qualité initiale qui permet d'emmener le bâtiment dans le temps. Et voilà. La durabilité. Tout à fait. Jean-Marc Daniel, les enjeux climatiques, économiques, vous y réfléchissez activement. On parle d'un concept, d'une méthode, le phasage, le cycle de vie. Ça doit être très parlant pour vous en tant qu'économiste. Quelle est votre analyse ? Alors d'abord, je voudrais saluer tous ces économistes avec lesquels, en tant qu'économiste, je n'ai rien à voir. Et donc, mais les vrais économistes, historiquement, c'est vous. C'est vous qui avez été à l'origine, normalement, ceux qui sont capables de calculer
la vie, le coût du fonctionnement du bâtiment dans lequel on vit. Oikou nomos, c'est la maison. Hein. Bon. Et je ne vais pas multiplier les anecdotes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous rappelle que la première échec sur le plan économique, c'est vous. C'est-à-dire que Hérodote raconte que quand Khéops a fait construire sa pyramide, il avait reçu une évaluation qui avait été faite par l'équivalent par un de vos anciens collègues, et l'évaluation s'est révélée erronée, et donc le Khéops a été obligé de prostituer sa fille pour finir de payer. Donc vous jouez un rôle important, et depuis longtemps, et pas forcément positif. Hein. Bon. C'est-à-dire si on rate le cycle de vie, si on rate le cycle de vie, c'est amoral et du pénal. Oui, ça peut terminer. C'est pire que la RE 2020 en termes de coercition. Alors absolument. Alors pour revenir quand même au centre de notre préoccupation et de notre sujet, je crois qu'il y a, moi, à ce stade, il y a trois réflexions qui viennent à mon esprit. C'est effectivement évaluer le coût global, c'est-à-dire, on l'a dit, hein, évaluer 80 000 matériaux qui sont dans un immeuble, être capable de déterminer comment ils vont évoluer, comment va évoluer leur prix, comment va évoluer effectivement leur rôle dans le bâtiment, parce qu'il y en a certains qui vont totalement disparaître, il y en a qui vont apparaître, il va y avoir des enjeux de maintenance, des enjeux de renouvellement, des enjeux de réparation. Et pour un pont, c'est pareil, pour un ouvrage public, c'est pareil. Donc, c'est assez souvent un calcul qui est forcément d'une certaine façon à la louche, et plus on s'éloigne dans le temps, plus il est à la louche. Le deuxième élément qui est important pour moi, c'est que quand on dit coût, l'économiste, lui, il pense en regard prix. L'enjeu, c'est de savoir quelle est la capacité qu'a celui qui a ce coût en regard à fixer son prix. Et donc, quel est le degré de concurrence qu'il y a sur les maîtres d'ouvrage, et surtout, quelle est la tendance historique à l'évolution du prix de ce bien particulier qui est l'immobilier. Or, l'immobilier, c'est à la fois un service immédiat rendu, on habite dedans, et c'est aussi un objet d'épargne. On rejoint le cycle de vie. Tout un tas de gens placent de plus en plus leur épargne disponible sous forme d'acquisition d'immobilier. Et donc, l'enjeu à ce moment-là change de nature. C'est-à-dire que ce que va regarder l'acheteur potentiel, c'est non seulement combien ça lui coûte, mais combien il anticipe qu'il va pouvoir le vendre. Les gens qui achètent en ce moment dans Paris achètent en se disant qu'ils vont pouvoir vendre beaucoup plus cher dans un futur plus ou moins lointain, et que le mécanisme d'héritage, de toute façon, va préserver ce patrimoine au moment où il va être transmis à leurs héritiers. Et donc ce caractère ambivalent de l'immobilier, qui est à la fois un objet d'épargne et un objet de consommation courante, fait que la différence entre le prix et le coût est assez systématique. Et donc pour celui qui évalue le coût, l'enjeu est un enjeu qui est, je pense, moins prégnant que pour celui qui évalue le prix. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les deux qui est un rapport entre les deux à définir. Ensuite, concernant le rapport avec le climat, je pense que tout le monde a pris conscience quand même qu'il y avait un enjeu climatique. Ça commence à rentrer dans les esprits. Mais vous voyez bien que dès que les deux endroits où il y a effectivement des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le logement, on a parlé du chauffage, et puis c'est le transport. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, je rappelle quand même qu'au début de l'affaire des Gilets jaunes, il fallait 56 minutes de SMIC pour faire 100 km. En 1970, avant le choc pétrolier, à une époque où l'énergie était réputée bon marché, il fallait 168 minutes de SMIC pour faire 100 km. Et donc, à 56 minutes, qui représente 3 fois moins, la population s'est révoltée. Donc, vous allez avoir du mal à faire digérer par la population une augmentation du prix de l'énergie et une lutte contre le réchauffement climatique passant par le vecteur transport. Dernier élément sur le transport, vous avez 1 700 000 Français qui habitent à moins de 800 mètres de leur lieu de travail et qui prennent quand même leur voiture pour aller travailler. Vous pouvez penser qu'ils pourraient y aller à pied. Mais imaginez le tollé qu'on rencontrerait si jamais un de nos dirigeants disait « vous allez marcher ». Alors immédiatement, ce serait non, on nous persécute, on nous ramène au XVIIe siècle. Donc, où va porter l'effort? Eh bien, il va porter sur le bâtiment. Il va d'autant plus porter sur le bâtiment que vous n'allez pas vous révolter. Hein. Et puis, les promoteurs immobiliers, je ne les vois pas en train de casser l'avenue des Champs-Élysées. Alors que les Gilets jaunes, ils ont cassé l'avenue des Champs-Élysées. Et donc, je pense qu'un des enjeux déterminants du réchauffement climatique, ça va être la capacité du bloc immobilier logement à gérer effectivement la baisse de l'émission de gaz à effet de serre. Donc tout est question de calcul, d'anticipation, puisque le client final, l'usager final, il calcule son achat, son prix, l'épargne, le potentiel de plus-value.
dans la constitution de cette épargne immobilière. Juste d'ailleurs pour rebondir là-dessus, en 1989, en faisant un bilan de la politique de Reagan, il y a un économiste qui s'appelle Robert Barrault qui avait dit si vous augmentez la dette publique, vous ferez monter les prix à Manhattan. D'accord. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur la dette publique, on a pris effectivement les moyens de l'augmenter. Donc les prix augmentent à Manhattan, et puis ils augmentent dans le 6e arrondissement à Paris, et puis ils augmentent à Lyon, et puis ils augmentent à Nîmes, je pense aussi, ils augmentent un peu partout. D'où raison de plus pour que le phasage et prévoir, avoir une stratégie de cycle de vie et stratégique pour toute la filière construction, tout le monde est d'accord. Après, il y a des modalités qui sont importantes. Franck, est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a chacun mis en avant les enjeux, sa vision des enjeux, mais il y a beaucoup de points communs dans l'analyse de chacun, est-ce qu'on peut faire un tout petit peu de pédagogie pour regarder les différentes phases du cycle de vie de l'ACV? La conception, la construction? Alors je vais simplifier tout ça. Ouais. Je vais simplifier tout ça. En fait, le modèle est assez simple. Aujourd'hui, si je reviens sur le coût global, puisque je dirais, c'est le fait générateur de toutes ces réflexions qui vont être obligatoires et qui vont être indispensables. On va commencer à rentrer dans des matières que l'on connaît bien, qui sont des investissements, de la maintenance, de l'exploitation. Et après, bien sûr, ce qu'on appellera la déconstruction, ou en tout cas la partie fin de vie du bâtiment, de l'ouvrage qui a été constitué. Donc là, je suis sur la notion de coût global. Ce qui va être un peu nouveau, en fait, et c'est, je vais le dire avec des termes très simples, en fait, hein, c'est ne pas laisser d'empreinte. Voilà. Ne pas laisser d'empreinte. Alors, ne pas laisser d'empreinte, ça ne veut pas dire ne pas avancer. Hein, ça veut dire avancer, mais par contre, ça veut dire prendre en compte, en fait, toutes les hypothèses, toutes les données nécessaires pour justement qu'on ne laisse pas d'empreinte. Et c'est ça, en fait, l'évolution qu'il va y avoir à la fois dans nos métiers et par rapport je dirais, la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on est là pour un peu provoquer et puis pour dire à un moment donné, mais il existe des outils, il existe des méthodes qu'on maîtrise parfaitement. Pourquoi ne les mettons pas en œuvre, tout simplement? Voilà. Donc, on est dans une phase, en fait, aujourd'hui d'apprentissage. Aujourd'hui, très clairement, la méthode, elle est connue, elle est maîtrisée, elle est simple. On m'a parlé de 80 000 capteurs. Je peux vous expliquer qu'il y avait, il y a 1 heure, en fait, il y a eu une masterclass, en fait, sur comment on peut appréhender le coût global. C'est un outil d'aide à la décision. Voilà, c'est un outil d'aide à la décision. Et en fait, c'est une méthode qui est assez simple. Le tout, c'est d'être imprégné de cette méthode-là, tout simplement. Alors, on a parlé des enjeux, on a parlé de méthode, de pratique maintenant, mais c'est une question très candide. Combien d'économistes de la construction sur les quelques 8000 utilisent ou sont sensibilisés ou commencent d'utiliser l'analyse du cycle de vie? Franck, et je poserai les mêmes questions aux autres intervenants. Alors, la réponse, elle est très simple, en fait. Alors, je vais répondre d'une manière assez, encore une fois, provocatrice. Ça doit être tous. C'est-à-dire que, ne me demandez pas un chiffre, en fait. J'ai dit tout à l'heure que c'était dans l'ADN. 8000, je dirais, codes APE d'économistes de la construction sur le territoire, 1500 entreprises. Aujourd'hui, il y a 2500 élèves par an qui apprennent nos méthodes, qui ont notre enseignement. Voilà. Donc la réponse à la question, c'est ça doit être tous. Et il y a une trajectoire croissante. Tout à fait. Si les jeunes s'en apprennent, forcément. Tout à fait, tout à fait. Et l'enjeu, il est là. Donc on travaille effectivement sur la filière de l'éducation, de la formation initiale, c'est très clairement. Guillaume est là, donc Guillaume, le vice-président en charge de la formation, en fait, est totalement investi. On travaille sur des titres, on travaille sur de nouveaux diplômes, on travaille sur une homogénéisation de pratiques. On a développé des outils qui sont encore peu connus. On a eu tout à l'heure Gestiona qui a été présenté, mais très clairement, la fonction de l'économiste, qui est une fonction centrale, c'est tous les économistes aujourd'hui je l'ai dit, doivent aujourd'hui s'exprimer autour de ce coût global. Pardon. Tout ce grand débat. Valérie Flicoteaux, sur les quelques 30 000 architectes, est-ce que ma question a un sens, mais elle est peut-être difficile. C'est peut-être difficile d'y répondre. Combien, à peu près, utilisent ou sont très sensibilisés à l'analyse du cycle de vie? Sûrement pas assez. Honnêtement, je n'ai pas de chiffres. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont travaillé avec l'ADEME dans les études de préfiguration. Je pense à Le Plus c'est moins. Beaucoup d'architectes et la quasi-totalité des architectes sont maintenant sensibilisés à la question écologique en général. La question de l'approche thermique et de l'isolation thermique des bâtiments, ça aussi, c'est un peu derrière nous. La question du cycle de vie, c'est assez nouveau pour les architectes. C'est effectivement quelque chose d'assez complexe. C'est un sujet sur lequel l'ordre s'est penché et dans le cadre de la formation continue des architectes,
Je pense aussi que c'est un sujet qui a intégré les écoles d'architecture. Donc, les nouveaux architectes sont formés à ces questions. Maintenant, la population des 30 000... Le train est en marche. Voilà, c'est le principe de l'innovation. Les jeunes vont faire le reverse monitoring. Tout à fait. Et ils vont l'apprendre parfois. Très bien pour le marché de l'emploi. Tout à fait. Alors, en même temps, l'intérêt aussi, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, les architectes interviennent dans des équipes de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaires, et on n'est pas tout seul dans ces sujets, et donc on est accompagné soit par nos économistes, soit par des bureaux d'études très pointus sur ces sujets. Il y a aussi quelque chose là dont on ne parle pas aujourd'hui, mais toutes les questions aussi de réemploi, parce que c'est important dans le cycle de vie, comment on remet sur le marché des composants qui ont déjà servi dans d'autres bâtiments. Donc avec toute cette question aussi de la déconstruction dont on parlait tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est des sujets auxquels on est très sensible et auxquels, pour le coup, les architectes sont assez devant, parce ils ont investi ce sujet depuis très longtemps. Ouais. C'est plutôt eux qui tirent un petit peu toute la filière construction dans cette question de déconstruction, réemploi déconstruction, restitution, ouais. Avec tous les impacts économiques et climatiques. Tout à fait. Julien Plantier, vous êtes maître d'ouvrage, collectivité, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que dans les cahiers des charges, on fait référence où il y a une demande, une exigence d'analyse de cycle de vie ? Oui, c'est pas automatique, c'est clair. On parlait tout à l'heure du calendrier. C'est vrai qu'on est soumis à un calendrier qui est beaucoup plus restreint que le calendrier bâtimentaire. Donc ouais. C'est quelque chose en plus qui n'est pas forcément très populaire en soi, parce que c'est pas forcément très visible. Ouais. Donc on le fait parce que c'est dans l'ADN des collectivités. Je prends l'exemple sur des cas très précis de bâtiments anciens sur lesquels, bien évidemment, il n'y avait pas du tout une prise en compte de ce coût global et de ce cycle de vie qu'on a hérité par rapport à des municipalités précédentes. Et là-dessus, soit on pouvait le laisser en l'état jusqu'à que ça tombe en désuétude, jusqu'à ce que ça devienne une friche. Mais il a fallu prendre à bras-le-corps un certain nombre de dossiers, et je pense notamment à des contrats type CREM, conception, réalisation, exploitation, maintenance, qui sont des contrats extrêmement onéreux pour les collectivités, qui ne sont pas forcément visibles aux yeux de tous sur des bâtiments publics, sportifs, culturels. Et là-dessus, c'est vrai que c'est des risques que l'on prend, parce que ça représente un coût vraiment très important pour les collectivités que nous gérons, mais ça nous engage aussi par rapport à l'avenir. Et je crois que là-dessus, il faut vraiment envisager sur les générations à venir. Et là-dessus, on s'en fait un devoir moral en tant que maître d'ouvrage. Mais sans vous mentir, je pense que ce n'est pas forcément le cas de toutes les collectivités. J'ai des exemples de villes, même aujourd'hui, qui sont presque obligées de fermer des rues du domaine public, barricadées, parce que les immeubles sont en train de tomber en ruine, parce que pendant des années, on a fermé les yeux sur des situations qui n'étaient pas acceptables. Et là-dessus, je ne dis pas que c'est une responsabilité politique, c'est aussi une responsabilité de tous, autant que nous sommes au niveau de ces acteurs-là. Mais c'est vrai que là-dessus, en tant que politique, notamment d'un point de vue local, c'est quelque chose qui est devenu un peu à la mode, qui est devenu en vogue. Ouais. Et c'est une bonne chose, parce que ça a permis aussi à des collectivités qui n'étaient pas forcément férues de cela, de s'emparer de ce type de sujet. Ouais. Même si c'est dans l'urgence, avec parfois un caractère dramatique. Tout à fait. Nicolas Prudhomme, vous représentez les trois familles du mouvement HLM, ESH, OPH, les COP. Vous êtes un maître d'ouvrage, les bailleurs sociaux, le mouvement HLM. À quel degré la notion de cycle de vie est dans les cahiers des charges ? Alors, peut-être c'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait poser la question. Je me permets mais c'est pourtant ma question. De m'amuser à la reformuler. Oui. Ce qui est important, c'est la dynamique. Très clairement. Alors, merci pour la réponse. Non, mais ce qui veut dire que la question a du sens. La question a du sens, c'est-à-dire... Alors, je reformule la question, et je fais un énorme effort d'humilité. D'où on part ? Alors, on part de situations disparates. Bien entendu, de situations disparates, puisqu'on a des métiers divers. On a des promoteurs qui sont des promoteurs sociaux, on a des bailleurs qui sont effectivement dans des logiques d'acquisition et donc de location, bailleurs, dans des activités aussi de construction, puis bailleurs. Donc on a un petit peu tout, on a des tailles, des typologies d'organismes qui sont extrêmement variées, plus de 600 organismes qui sont représentés, et bien entendu on se doute que là-dedans il y a une grande disparité à la fois de compétences, d'intérêts, et qui est en plus pas nécessairement lié à une typologie particulière. Le vrai sujet, c'est moyens ou résultats. Et c'est un petit peu ça le nouveau paradigme. C'est-à-dire quand on est dans une obligation de moyens, le coût global pour les organismes HLM, en fait, c'est de
bien contrôler le coût économique. C'était ça, c'était de bien contrôler le coût économique des opérations. Et c'est des choses qu'on a toujours su faire. Aujourd'hui, la situation, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire quand on parle de coût global et qu'on intègre le cycle de vie, on est en train de parler d'impacts environnementaux. Nous, on rajoute l'impact sociétal. Et donc, ça veut bien dire qu'on passe d'une espèce d'obligation de moyens, de gestion en bon père de famille, comme on dit, de contrôleur des finances, à obligation de passer à un mode beaucoup plus dynamique, puisque le maître d'ouvrage, c'est celui qui impulse. C'est pas celui qui fait, il a besoin, bien entendu, de toute l'équipe qui est autour, mais il impulse, il est le financeur, il est finalement il est le décideur au démarrage, hein, c'est celui qui a décidé du projet, en tout cas de la volonté du projet. Et donc c'est ça aussi qui est extrêmement important pour les bailleurs sociaux, c'est que nous on a, disons, saisi cette opportunité de la transition écologique qui est essentielle, qui nous semble essentielle, pour se dire qu'il faut qu'on progresse collectivement vers cette obligation de résultat plutôt que cette obligation de moyens, et que l'objectif pour nous, c'est d'y mettre les moyens. C'est ça qui est amusant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a créé une école de la maîtrise d'ouvrage sociale, qui est là pour monter en compétences, monter en puissance, généraliser tous ces savoirs. Et dans cette école de la maîtrise d'ouvrage sociale, on a des compartiments qui correspondent à des sujets extrêmement vifs et extrêmement importants. Le premier qui existe aujourd'hui, c'est une école de bas carbone, maîtrise d'ouvrage bas carbone. Et dedans, sans surprise, vous avez des formations, vous avez tout, mais vous avez des outils. Et ces outils, vous avez notamment un observatoire qui permet de suivre la performance, donc qui est basé sur plus c'est moins pour ceux qui connaissent, et qui permet d'apprendre de ce que les autres ont tenté, expérimenté pour partager au maximum le savoir. Et puis le deuxième outil, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un outil en fait de maître d'œuvre. C'est un outil qui a été conçu avec des partenaires, avec Carbone 4 et l'IFPEB, et c'est un outil d'aide à la décision sur les composants d'un bâtiment. Donc on va passer tous les composants en revue, les éléments par exemple de sol, etc., etc. Et à chaque fois, on aura la durée de vie potentielle d'un type d'élément, son prix et sa composition carbone. Donc par exemple, sur les revêtements de sol, vous avez les moquettes, durée de renouvellement, leur durée de vie, ça va être le renouvellement, leur prix, leur composition carbone. Alors c'est bien entendu des échantillons approximatifs, c'est-à-dire vous avez des boîtes, c'est avec des extrêmes, des plafonds minimum, maximum, mais de fabriquer un outil de ce type-là qui est typiquement un outil de maître d'œuvre, permet au maître d'ouvrage aujourd'hui dans cette transition d'apprendre ce nouveau métier, c'est-à-dire construire bas carbone, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc on apprend à construire bas carbone. On a un outil d'aide au diagnostic qui permet de discuter avec le maître d'œuvre sur des prises de décision, puisque là on intègre une logique de coût global et de cycle de vie, et de faire donc les meilleurs choix et d'apprendre avec le maître d'œuvre sur ce nouveau segment. Et puis à côté, au-delà de cette école bas carbone qui existe, on a d'autres ambitions, et vous allez comprendre, il y a une autre école qui est une école de la biodiversité et de l'économie circulaire, et donc vous voyez que même, j'allais dire, donc nos amis architectes partagent le même sujet, hein, le même intérêt pour cette thématique, et puis une aussi qui est très importante, qui est une école des qualités, avec un S, du logement. Et dans les qualités du logement, vous avez la qualité de la construction, vous avez la qualité d'usage, et vous avez bien entendu tout le sujet du coût de construction, sous tous les angles, et qu'on souhaiterait être un coût de construction global, c'est-à-dire à la fois environnemental, donc le poids carbone du coût de construction, économique bien entendu, et sociétal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on impacte la qualité de vie des occupants. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est intéressant de savoir que ces écoles en fait créent la dynamique, créent le rapport aujourd'hui nouveau entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qui espèrent parler le même langage, et puis vous apprendrez avec plaisir que ces prototypes de nouvelles écoles sont notamment co-construits avec l'Intec. Alors, c'est bien, vous avez parlé de plus, c'est moins, qui est un peu l'ancêtre, qui a permis d'évoluer de façon itérative peu à peu vers la RE 2020. On va en parler, Franck Overka, tout à l'heure, il faut que vous preniez le micro. Franck, j'aurais envie de vous poser une question. On a quand même l'impression que la RE 2020, qui arrive avec un peu de décalage dans le temps, mais ça on va en parler aussi tout à l'heure, finalement peut être un facilitateur pour bien prendre la mesure de ce qu'est l'analyse du cycle de vie, sachant que ce n'est pas encore le cas, mais il y a une trajectoire, une prise en compte de chacun. Et ce qui est intéressant, on répond souvent formation, école de maîtrise d'ouvrage social de la part du mouvement HLM, ce qui veut dire que de toute façon les jeunes vont s'en emparer. L'Intec a fait des MOOC aussi sur l'analyse du cycle de vie, ce qui veut dire que de toute façon, à terme, c'est gagné, sachant que là, c'est gagné à terme, tout est dans le à terme, la durée. Il y a quand même un plan climat où il y a des objectifs, je pense que Jean-Marc Daniel en parlera, des objectifs à zéro carbone en 2050, au niveau européen, quand même. Est-ce que, Franck, la RE 2020, vous pouvez nous préciser ce que c'est? Est-ce que ça va être un facilitateur, de façon coercitive ou pas, selon chacun, pour recourir et utiliser
de plus en plus l'analyse du cycle de vie. Donc là, clairement, on est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'en fait, on a volontairement basé en fait le socle de notre congrès qui était le coût global, donc c'est d'aller au-delà. Donc on est tous au courant que la RE 2020 arrive. Alors la particularité de la RE 2020, elle arrive d'une manière avec des objectifs très affirmés, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a à la fois un calendrier, des seuils, une démarche à entreprendre. En fait, il y a trois niveaux d'objectifs à atteindre. C'est à la fois tout ce qui touche en fait à la consommation énergétique, et notamment l'utilisation d'énergie qui soit moins carbonée. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est bien intégré. Il y a cette démarche de dire aussi qu'il faut qu'on tende progressivement vers des constructions bas carbone. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, les industriels qui nous accompagnent aujourd'hui sont engagés dans cette innovation-là, très clairement. Et puis, il y a la notion, en fait, de la chaleur, de traitement de la chaleur. Voilà. Toujours est-il, ce qui est important, le traitement de la chaleur, il va y avoir plus, des canicules, etc., et qu'il faut faire face à ce type de situation. Le calendrier, il est arrêté, il est clairement affiché. Alors, on y va sur la pointe des pieds parce qu'en fait, on connaît deux échéances. On connaît la première qui est janvier 2022, la deuxième, ça sera juillet. Toujours est-il, voilà, ça se construit et ça devient très clairement irréversible. Voilà. Le décalage, c'était le 1er juillet dernier, l'application de la RE 2020, plus 6 mois, c'est la pandémie et où des débats ou des combats entre industrie classique, industrie biosourcée, gazier, électricien et gouvernement? Alors, je vais vous inviter à ne pas écouter la presse. Donc, effectivement, il y a eu un décalage. On a eu le sentiment qu'il y a eu de la friture sur la Lune, qu'il y a eu des débats, qu'il y a eu je dirais, une forme de mécontentement. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. On a la chance, en fait, de tous les acteurs d'être très favorables sur ces dispositifs. La seule chose qui a été mise en avant, c'est les modalités de mise en œuvre. Voilà. Donc, il y a eu effectivement des vraies discussions. Il y a à un moment donné, il y a eu même des remontées négatives de ces travaux. Tous les gens qui étaient autour de la table, alors que ce soit les architectes, que ce soit la promotion, que ce soit les collectivités, que ce soit d'ailleurs même les entreprises, tout le monde est conscient que c'est inévitable et qu'il faut aller dans ce sens-là. La vraie question, en fait, en réalité, c'était sur les modalités de mise en œuvre, c'est-à-dire les outils. Aujourd'hui, on a une RE 2020 qui arrive au 1er janvier 2020 pour une partie des ouvrages avec des outils qui ne sont toujours pas validés. Donc, il y a une vraie interrogation. Et pour répondre indirectement à la question, oui, on a le sentiment, en fait, comme on est des Gaulois réfractaires, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'avancer par la contrainte. Voilà. Donc, c'est un peu le sentiment, mais il y a beaucoup de positifs. Je ne sais pas si ça marche, il y a beaucoup de positifs autour de tout ça. Voilà. Et à aucun moment, en fait, il y a eu des désaccords. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi je l'ai vécu. Mais ce qui veut dire que sur les phases dont vous parliez tout à l'heure de maintenance, d'exploitation et de déconstruction, qui sont capitales et qui étaient un peu ignorées jusqu'il y a peu de temps, on va pouvoir calculer l'empreinte carbone, le bilan carbone sur ces phases-là? Oui. Puisque c'est le but du jeu, quand même. Ben oui, bien sûr. Tout est une question de non seulement calcul. On écoutera tout à l'heure Franck Overcar là-dessus. Mais on n'a pas de choix. Je ne sais pas s'il marche. On n'a pas de choix. Toujours est-il, effectivement, aujourd'hui, on avance, on marche, on apprend à marcher en avançant. Voilà, j'y arrive. Toujours est-il, voilà, il faut qu'on soit accompagné. Je parlais tout à l'heure de chaîne. En fait, tous les acteurs ont une vraie action à entreprendre. Donc la réponse, en tout cas, en ce qui concerne notre profession, c'est oui, et nous allons y participer activement. Donc, quand Jean-Marc Daniel faisait allusion tout à l'heure qu'en termes d'effet de serre, de production de carbone, le bâtiment, comme les transports, sont très consommateurs, les fameuses phases de maintenance, d'exploitation et de déconstruction, on va pouvoir calculer l'empreinte carbone. Donc, tout ça est un élément très positif. Oui, avec les données connues aujourd'hui. Parce que c'est le nœud du problème, en fait. Oui, tout à fait. Avec les données connues aujourd'hui, très clairement. J'aime bien. Alors, je vais sortir un peu du champ et dire la vision que l'on a quand on participe à ces groupes de travail. Voilà. Aujourd'hui, quand on fait de la projection sur 2022, 2025, 2028, 2031, on fait une projection avec les hypothèses que l'on connaît aujourd'hui. Et ça nous emmène vers quelques solutions. Alors j'avais presque envie d'enlever DS à quelques. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins un à la fin. Mais pour dire, voilà, il y a quelques solutions. On participe, nous, à beaucoup de groupes de travail. On est très présents, on est très proche des industriels qui ont beaucoup investi dans l'innovation. On s'aperçoit en réalité que si on vient infléchir ces hypothèses-là avec tout le travail qui est fait, on va aller vers beaucoup de solutions. Voilà. Donc il y a un vrai danger en fait aujourd'hui à dire 2031 tout sera en bois, tout sera en électricité, enfin en électrique. Il y a un vrai danger, c'est un vrai problème de discours.
Nous, on est convaincus de bien du contraire, et notamment parce qu'en fait, on n'est qu'un maillon de la chaîne et que tout le monde aujourd'hui est acteur de ce développement et de cette évolution. Donc ce que vous induisiez, c'est que prévoir c'est bien, mais on ne peut pas tout prévoir par rapport à un environnement comme une photographique au jour J. Non. Il faut être dans une logique de dynamique. Non. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de dimension dynamique permanente. Moi, j'aimais le souhait, en tout cas, que l'INTEC soit l'endroit où on met un observatoire en fait, de l'évolution des coûts liés à la RE 2020. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des hypothèses qui vont avoir des variations tout au long du temps et qu'il faut qu'on mesure en temps réel, effectivement, l'impact de ce type de décision. Voilà. Donc, si vous me demandez ce qui va se passer en 2031, je suis très clairement pas capable de vous le dire. Toujours est-il, la voie est lancée et on est dans le bon sens. Mais l'analyse du cycle de vie, par rapport, Jean-Marc Denel parlait, c'est bien de voir aussi la dimension macro et de croisée d'augmentation des matières premières. Oui, et dans l'environnement professionnel et donc aussi des usagers qui peut avoir un impact retentissant. Le bois, l'énergie, le pétrole. Est-ce que l'analyse de cycle de vie est statique ou dynamique? Elle peut être actualisée en fonction de l'évolution des prix des matériaux. Alors, cette discussion, on l'a eue au CSC2E, et en fait, j'ai dit exactement ce que je vais dire là, c'est que sur la base, en fait, on est sur quelque chose qui est une analyse très structurelle. Ça veut dire qu'on est sur des périodes qui sont très longues, avec des hypothèses qui sont de départ. Donc, on est sur une analyse structurelle. On sait tous que des éléments structurels, ça permet, à partir d'hypothèses, de donner des orientations et d'arrêter en fait une image de ce que ça pourrait donner. Après, il y a des événements qui sont conjoncturels. Voilà, un élément conjoncturel, aujourd'hui, c'est la pénurie des matériaux, c'est des hausses liées à l'énergie, etc. Il est évident qu'en spontanéité, on a du mal à intégrer dans la durée ce type d'hypothèse. Par contre, il est de notre devoir d'en tenir compte. Et aujourd'hui, très clairement, si je devais faire alors je vais revenir sur le coût global, qui est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. Si je devais faire un coût global aujourd'hui, en octobre 2021, alors que j'aurais fait le même en juin 2001, j'aurais peut-être des hypothèses très différentes. Voilà. Et en fait, toute notre expertise et la valeur ajoutée, elle vient là-dessus. C'est-à-dire que le coût global, la RE 2020, va nous inciter à prendre une bonne inflexion au niveau de nos programmes, mais il va falloir mettre de la vigilance. Voilà. Et c'est là où je reparlais tout à l'heure de l'observatoire, parce qu'il va falloir avoir des marqueurs, il va falloir contrôler, il va falloir suivre, accompagner ce dispositif. Franck Hovorka, c'est pas le principe qui est critiquable, mais c'est sur les modes de prise en compte, de seuil de prise en compte du carbone, les modes de calcul. Revenons au début. Des métriques de carbone, il y en a autant que de personnes dans la salle. Le carbone ne se mesure pas, c'est un choix conventionnel de chacun et de chaque pays. La COP26 qui va se dérouler dans 2 semaines va demander aux pays de répondre par rapport à leur inventaire national. Savez-vous combien pèse la construction neuve dans l'inventaire national de la France en termes d'émissions de carbone? 3%. Savez-vous combien pèsent les émissions de gaz à effet de serre du stock de bâtiments pour ses usages chauffage-ventilation? 7%. Donc vous entendez beaucoup de gens vous marteler la tête avec des ordres de grandeur qui sont ceux issus des ordres de grandeur mondiaux ou européens qui n'ont rien à voir avec les ordres de grandeur de la France. Je dis ça parce que quand vous voulez agir sur le climat, vous agissez dans une vision d'optimum de coût. Aujourd'hui, ce que nous impose les RE 2020, c'est l'équivalent d'une taxe de 1 000 € la tonne de carbone qu'on va appliquer à nos acquéreurs. Voilà ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas de surenchère locale. J'appelle de mes voeux la prise de conscience de tout le monde que cet RE 2020 sur le neuf, c'est un test en grandeur nature du premier pays au monde qui va mettre en place cette réglementation sur le carbone. Donc vous avez l'énorme chance d'être champion du monde. Je vous félicite, tous autant que vous êtes, car nous sommes champions du monde de la réglementation carbone. On peut le dire, on est les premiers, il faut en être fiers. Personne au monde n'a osé le faire. Pourquoi? Même les Danois sont revenus un peu en arrière parce qu'il y a autant de méthodes de calcul, calculées en analyse de cycle de vie, en impact annuel, en périmètre inventaire, en périmètre empreinte. Vous intégrez l'import ou pas, ce n'est pas les mêmes valeurs. Donc les valeurs que je viens de vous donner là, c'est les valeurs d'inventaire, qui n'ont rien à voir avec les valeurs d'empreinte dans lesquelles j'intégrerai l'import, et qui n'ont rien à voir avec les valeurs d'analyse de cycle de vie. Donc attention aux ordres de grandeur, et l'outil qu'on va faire ensemble avec l'USH, c'est de permettre aux maîtres d'ouvrage
de comprendre ces ordres de grandeur, de les maîtriser et d'être en capacité de discussion avec leurs parties prenantes, et notamment les élus, parce que à quoi ça sert d'essayer de gagner 20% sur l'ARE 2020 qui va coûter 10% de plus en coût de construction et en coût pour l'acquéreur, quand dans le même temps, vous pouvez améliorer les dispositions de mobilité dans ce même ouvrage et réduire de 50% les impacts de mobilité contrainte des gens qui vivent dans l'immeuble. Vous voyez, c'est là où on voudrait agir sur le coût optimum. Et là, on se rejoint avec l'Intec. C'est que le coût global, c'est d'abord travailler sur le coût optimum. Je rappelle que notre réglementation aujourd'hui en France a fait oublier ce coût optimum qui est une obligation réglementaire de la Commission européenne. L'objectif n'est pas d'aller trop loin. L'objectif est d'aller à la bonne distance et de maîtriser cet optimum de coût pour investir là où c'est efficient. Donc je reviens sur mon analyse de cycle de vie, sur le carbone. Aujourd'hui, l'énorme avantage que nous apporte cet ACV, c'est là où on est absolument tous d'accord dans la profession, c'est qu'on va enfin avoir des données de durée de vie des composants, de durée de vie des matériaux, et qu'on va pouvoir les utiliser. Maintenant, pourquoi on n'utilise absolument pas le coût global en tant qu'investisseur? Parce que moi, quand je vends un immeuble à mon ami de l'USH, comment je lui garantis la durée de vie? Qui me garantit dans les économistes, dans les industriels, que le composant, il ne va pas durer 2 ans, il va en durer 5, il va en durer 10? Personne. Donc si personne ne garantit, personne ne met de valeur, et donc tout le monde se fiche du coût global. Donc j'appelle de mes voeux une réforme de la loi Spinetta qui remette tout le monde autour de la table, qui permet de travailler tous ensemble sur les responsabilités, sur les cycles de vie garantis, l'assurance associée à ces cycles de vie, de manière à ce qu'on travaille enfin sur le coût global. Arrêtons de nous raconter des histoires, on est tous autour de la table, je suis devant des professionnels, allons là où ça va vraiment sur le sujet d'impact carbone. Le conventionnel, il a l'énorme avantage de nous obliger à calculer, de faire que tout le monde va avoir un cadre avec les fiches de données environnementales qui permettent de travailler, mais allons plus loin, soyons plus intelligents, allons vers les impacts réels, le changement climatique. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis, vous l'avez dit, président du conseil de la RICS en France. Si je prends le premier de mes membres à faire un calcul en flux futur de valorisation d'un immeuble avec une vision à plus de 10 ans, il va prendre une claque. Parce que c'est complètement faux de faire ça. Or, aujourd'hui, on est en train de faire des calculs d'ACV sur 50 ans. C'est-à-dire que la marge d'erreur, elle est à peu près équivalente à la valeur que vous obtenez à la fin. Oui, on peut penser qu'il y a une période transitoire. Vous dites qu'il y a un caractère coercitif dans la réglementation. C'est justement ça l'intérêt. Ouais. Oubliez la coercition. Ouais. Soyons positifs. Utilisons le fait qu'on a enfin un travail commun. Les industriels ont fait un travail extraordinaire. On est là aussi parmi les premiers au monde sur la base de données, des fiches de données environnementales et sanitaires, grâce à cette base INIES, grâce aux industriels. Mais que diable, soyons les premiers du monde pour une fois qu'on l'est. On a l'avantage d'avoir un travail conjoint des professions, de tester. Alors, on va essuyer les plâtres. Hein. Je peux vous dire que ça va être dramatique ce qui va se passer en 2022-2023, parce que personne n'est prêt. Qu'il y en a un dans la salle qui lève la main s'il est prêt. Donc, il y a des observatoires transverses qui se mettent en place. Alors, c'est plus que ça. Il faut qu'on bosse ensemble. USH, FPI, Intec. C'est plus que l'observatoire. C'est travailler ensemble à comment on absorbe ça pour y arriver. Ce qui est même, c'est vraiment tout partager les informations pour que ça vienne du terrain, en fait. Il faut les deux. Il faut que ça vienne du terrain. Et pas forcément de l'exécutif. Il faut que ça vienne du terrain. Il faut qu'on ait deux observatoires avec l'exécutif qui doit être intégré. Qu'est-ce que ça donne comme résultat en termes de performance atteinte, en termes de coûts associés? Et c'est là qu'on pourra peut-être aller vers le coût global et le coût global de possession d'un immeuble pour un propriétaire, si on arrive à sortir des données issues de ces fiches de données environnementales et qu'on arrive à traduire l'impact carbone en coût en euros. D'accord. Valérie Flicoteaux, et alors j'ai 3-4 questions déjà en tête. Valérie Flicoteaux, vous étiez proactive, le CNOA, les architectes, sur l'analyse du cycle de vie, sur la RE 2020. Quid? Quelle est votre approche sur les calculs de seuil de prise en compte du carbone? Et aussi, si on voit dans une perspective européenne, est-ce que c'est des normes qui sont les mêmes en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas des incompatibilités? Moi, si vous voulez, je souscris à ce qu'a dit Franck. Il y a le calcul de l'analyse de cycle de vie, il est conventionnel. Donc, il y a un moment, il faut qu'on se mette d'accord sur une convention, comment on fait. L'État français a tranché. Je pense que ce qui a un petit peu heurté la filière, c'est qu'on s'était préparé
avec un mode de calcul conventionnel dans le plus c'est moins, et que finalement l'ARE 2020 n'a pas retenu ce mode de calcul conventionnel, il a retenu un mode de calcul différent qui permet de mieux valoriser, de mieux mettre en avant la qualité des matériaux biosourcés et des matériaux fibrés dans le calcul. Donc nous, ça, c'est quelque chose auquel nous, on était plutôt favorable à ça. Parce que pour nous, c'est aussi important, si vous voulez, au-delà de tout cet aspect conventionnel, au-delà des obligations de résultats et des obligations de moyens, il faut qu'on change de pratique parce qu'il faut qu'on se mette ensemble dans le changement climatique. Et donc tout le monde doit changer. On voit bien comment aussi aujourd'hui on doit manger autrement, on voit comment on doit construire autrement, on voit comment on doit se déplacer autrement. L'ARE, c'est un moyen de se mettre sur cette route, dans un calcul conventionnel. Voilà, ça a été tranché, il faut y aller, il faut aller le plus loin possible. Je pense aussi qu'il serait un peu irréaliste, si vous voulez, dans ce débat qui a été là au sein du Conseil supérieur de la construction entre justement matériaux biosourcés et fibrés et autres matériaux, en opposant grosso modo le béton et le bois. Ça, il faut un petit peu sortir de ça aussi. En fait, il faut mettre le bon matériau au bon endroit, avec sobriété et intelligence, chacun dans son coin. Il faut aussi rappeler, ça c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, que quand on parle RE 2020, on parle construction neuve. La part de la construction neuve et de la construction de logements est quand même infime par rapport à la question de la transition, puisqu'en fait les efforts, ils doivent porter sur le parc existant, sur la rénovation, et sur la rénovation et sur le déjà là. Donc cette part de se mettre en route pour réfléchir les bâtiments autrement dans la construction neuve, c'est un tout petit bout de l'effort qu'on doit faire pour le bâtiment. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de neuf en France. De construction de logements neufs en France. Absolument, il faut construire plus de neufs pour remplacer du vieux obsolète dont les gens ne veulent plus. Merci. Il faut plus de neufs. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de parti pris, mais on l'avait soulevé l'an dernier au moment du plan de relance qui était sur la rénovation et on l'a soulevé ici en premier lieu. Et ça a été dit depuis dans les médias. Il y a insuffisamment de construction de logements neufs en France. On dit quand le bâtiment va, tout va, mais quand une population va bien, c'est qu'il y a beaucoup de logements neufs. Bon, je vous rappelle quand même qu'il y a 3 millions de logements vacants en France aujourd'hui. Oui. Donc, OK, on fait face à une crise du logement massive, mais aussi, il faut savoir aussi où sont les logements, comment on les construit, à quels endroits et pourquoi. Et je pense aussi, et c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure, il y a aussi des problématiques d'aménagement du territoire. Je pense que on a eu pendant 20 ans une politique d'hypermétropolisation et de concentrer les gens dans les métropoles avec des phénomènes de relégation de gens justement de plus en plus loin et qui sont obligés d'être dans des situations où ils sont totalement dépendants pour le coup du pétrole, puisque à cause de leur voiture, à cause de leurs logements qui ne sont pas raccordés à des réseaux, et donc qui effectivement ne supportent pas l'évolution du prix de l'énergie. Mais ça va. Mais ce qui est en train de la flambée des prix de l'énergie aujourd'hui n'est pas prête de se calmer. Donc il va quand même falloir aussi réfléchir à ça et à aménager le territoire autrement, justement pour pouvoir accueillir tout le monde dans des conditions de décence et d'éviter cette explosion sociale qu'on vit. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on est dans une période de conjonction de facteurs un peu perturbants qui vont politiquement sur le papier dans le bon sens, c'est pour la transition climatique, le plan climat, mais ça perturbe. Oui, je crois qu'il y a... Alors là aussi, je vais faire 3 remarques. La première sur l'arbitrage entre le prix et la réglementation. Effectivement, on est les champions de la réglementation. Et pourquoi ? Parce qu'on ne la respecte pas. C'est-à-dire le véritable enjeu, le véritable problème, si vous voulez, c'est qu'on fait une réglementation pour pouvoir jouer autour d'elle. Le prix, on est obligé de le subir. Et on le voit bien. C'est-à-dire que le prix de la tonne de carbone en France est toujours à 44 €. Et depuis 2018, il n'a pas bougé. Je rappelle que le gouvernement norvégien, qui est quand même un pays où on fait son beurre avec du pétrole, c'est le cas de le dire, ils ont annoncé qu'ils allaient porter
porter le prix de la taxe carbone à 200 € par tonne. Bon. En Suède, on est à 118, et vous le rappeliez, un des objectifs de la Commission européenne, c'est qu'en 2050, il n'y ait pas d'émissions zéro carbone en Europe. Et la Banque mondiale a fait adopter, après la COP21, la même chose au niveau mondial en 2100. Bon. Alors là, les Chinois ont signé. Vous savez, pour 2100, ils sont prêts à signer. On signe. C'est où? C'est là. Bon, très bien. Mais ça veut dire concrètement que de plus en plus de gens considèrent qu'effectivement, le bon outil, c'est le prix, c'est la taxe carbone. Et l'enjeu, ça va être à la fois de la faire accepter, de la gérer et de la monter en puissance, et surtout de faire échapper, au travers de la taxe carbone, la population à la volatilité du prix de l'énergie. C'est-à-dire que ce qui rend le problème particulièrement aigu, c'est que le prix du pétrole montant, l'essence monte, et puis quand le prix du pétrole baisse, l'essence baisse, et les gens ont l'impression d'une espèce de yo-yo permanent qui ne leur permet pas. La deuxième remarque que je ferai, c'est que l'électricité, c'est d'ailleurs le PDG de Total qui le dit, il dit l'électricité de l'avenir, l'énergie de l'avenir, c'est l'électricité. Mais cette électricité, c'est de l'électricité qui est fabriquée à partir de carbone. En 2019, on consommait plus de charbon qu'à la fin du 19e siècle. Alors évidemment, le charbon s'est déplacé. En 2019, l'Allemagne a fermé ses dernières mines, mais a gardé les mines de lignite, et le Royaume-Uni a fermé ses dernières mines en 2010. Donc, les endroits où on faisait du charbon avant ne sont plus les endroits où on fait du charbon, mais au niveau mondial, on continue à utiliser du charbon. Et la Chine finance des centrales à charbon. Et tout ça se termine par de l'électricité. Et donc, le coût final, il est dans le prix de l'électricité, mais il n'est pas dans l'assumation de la réglementation. Celui qui installe l'appareil électrique, il ne sait pas d'où vient cette électricité. Si on faisait un traçage, ce n'est pas une électricité verte. Voilà. Et donc, il y a un vrai enjeu qui est un enjeu de rendre effectivement ces politiques efficaces que seule la taxe carbone le permet. Le dernier élément, ce qui est frappant en ce moment, c'est qu'un des héritages de la Covid, le monde d'après sera largement comme le monde d'avant, sauf qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont aperçus que le télétravail, c'était efficace. Et donc, on revient au problème de mobilité. C'est-à-dire que pendant des siècles, l'humanité, quand même, a vécu sur son lieu de travail. Le paysan, il ouvrait la porte et son outil de travail, c'était le champ qui était devant lui. Là, de plus en plus, il y a de gens qui sont mis en télétravail. Je rappelle qu'à ce trimestre, normalement, on va avoir le même niveau de production qu'au dernier trimestre de 2019. Or, aujourd'hui, la RATP et les TCL, le transport en commun lyonnais, transportent 80%, ont un trafic de 80% de ce qu'ils avaient au dernier trimestre 2019. Alors, il y a une raison qui est une raison touristique, mais en fait, on n'est pas dans une période très touristique. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gens qui continuent à rester chez eux et que le télétravail, qui a été vécu comme une contrainte, est en train de devenir une habitude pour un certain nombre d'activités. Et donc, je crois qu'il y a une réflexion à faire sur... parce qu'en termes d'énergie et tout ça, quand on va sur son lieu de travail, on chauffe chez soi, et en général, on laisse le chauffage chez soi pendant la période où même on n'est pas là, et puis on chauffe le lieu de travail. Si le lieu de travail et le lieu d'habitation est le même, il va y avoir une espèce d'économie qui va se faire d'elle-même. Pour revenir à l'élément de la taxe carbone, pour finir... C'est évidemment un des enjeux qu'il faut intégrer, parce que l'objectif de la taxe carbone, c'est ce que rappellent nos dirigeants, c'est pas de rapporter de l'argent à l'État, comme si c'était possible. L'objectif de la taxe carbone, c'est de modifier les incitations. Donc si la taxe carbone est efficace, au fur et à mesure qu'elle augmente le coût unitaire, donc quand vous faites vos calculs, mais elle diminue la quantité utilisée. Donc à la fin des fins, le coût final recule. C'est qui est l'objectif normal. La phase ultime de la taxe carbone, c'est quand ça ne rapporte rien, parce qu'on ne consomme plus du tout de carbone, c'est-à-dire à partir de 2050, si tout va bien, la taxe carbone sera à 1 000 € la tonne, mais comme on n'en consommera pas, ça ne rapportera rien et ça ne coûtera rien. Et entre-temps, avec la RE 2020, les choix des matériaux, les choix des énergies vont être bousculés, puisque on va être plutôt pro-électricité, donc pro-nucléaire et électricité versus le gaz. Et sur des matériaux type le chanvre, le bois et beaucoup moins le béton, ou est-ce qu'on peut aller vers du béton bas carbone? Qu'est-ce qu'il en est sur le revirement possible des matériaux et des choix énergétiques? Puisque c'est constitutif de la RE 2020. Et ce serait intéressant de vous entendre Franck Hovorka, aussi Julien Plantier en tant qu'élu et représentant d'une collectivité locale. Ne confondez pas la RE 2020 et les choix politiques qui ont été faits. La ministre... Oui, mais c'est vrai que c'était... Non, il ne faut pas confondre. C'est clair. 2020 et les choix politiques. La ministre a fait un certain nombre de choix politiques, Madame Pompili, qu'elle a exprimé en novembre dernier. Vous venez de les redire, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je vais revenir sur la problématique du carbone.
Aujourd'hui, vous avez dit l'Union européenne veut arriver à zéro. Pas du tout. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, souhaite au contraire mettre en place une taxation carbone à l'entrée pour qu'on retrouve une émission dans nos pays européens supérieure à ce qu'on émet aujourd'hui. L'objectif, c'est de réduire nos 60% d'import. Donc si on veut travailler sur la relocalisation dont parlait Valérie, si on veut travailler sur la relocalisation industrielle, si on veut remettre du travail dans les villes moyennes, il faut qu'on émette plus de gaz à effet de serre. Mais il faut pouvoir avoir un instrument de calcul qui nous permette de dire « Ok, j'émets 10% de plus sur mon territoire, mais dans le même temps, j'en économise 30% d'import en moins. » Et vous voyez où j'en viens. Si vous réduisez vos imports de fossiles, c'est autant de carbone en moins. Vous allez travailler sur le transport. Donc l'enjeu, il est encore une fois de maîtriser les ordres de grandeur et de ne pas se perdre et de sauter comme un cabri sur il faut faire moins de carbone. Faut faire moins de carbone, c'est mourir. Hein. Et encore, quand vous êtes mort, votre corps se décompose et on émet. Mais en tout cas, parallèlement à cette discussion sur la RE 2020, il y a des choix sur les matériaux et des choix énergétiques, électricité et gaz, qui sont promus par le gouvernement. Oui. Et qui ne laisse pas indifférents les différents acteurs, notamment. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers un béton bas carbone ou est-ce qu'on en est loin? Je pense qu'il ne faut pas mélanger les matériaux et l'énergie. Oui, alors, on va aller vers du mixte. Oui, bien alors sûr. La solution, c'est du mixte, mais ça, c'est sur le papier. On va passer du macro au micro, puisque l'ensemble des acteurs, en fait, ils ont effectivement au quotidien cette problématique. Et effectivement, tu l'as dit, il y a des messages politiques forts qui ont été passés. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait une projection au terme du calendrier qui nous a été prononcé, on arrive sur une aberration, on est d'accord. Toujours est-il, aujourd'hui, il y a deux éléments importants. Alors si on me demande si demain il n'y aura plus de carbone, etc., moi je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ça ne peut en aucun cas être une certitude. On a aujourd'hui des acteurs qui se remettent en question, qui trouvent des solutions. Donc c'est ça en fait qui est inspirant en fait en réalité, c'est qu'on a autour de nous en fait toute une économie, des industriels, des acteurs de l'acte de construire qui effectivement se penchent sur la question et apportent des solutions. Et moi ce qui me dérange en fait, alors tu l'as dit hein, Franck, c'est que aujourd'hui dans la presse on dit 2031 bois plus électricité égale solution. Hein. On est tous d'accord pour dire que c'est impossible. Alors je ne vais même pas parler des filières, je ne vais même pas parler de comment on va faire. Toujours est-il, ce que je constate, et on le constate au quotidien, c'est qu'il y a une remise en question réelle. Alors pour répondre, j'ai dit qu'on était des Gaulois, donc pour répondre à ces contraintes réglementaires, et donc moi je suis convaincu qu'on va aller vers des solutions mixtes, qu'il va y avoir de l'innovation, qu'on va aller vers inévitablement du béton bas carbone, voire neutre en carbone, etc. On ne pourra pas abandonner les filières connues aujourd'hui. C'est ces filières-là qui vont évoluer et qui vont apporter des éléments de réponse. Voilà. Donc moi, je ne suis pas au niveau du macro parce que ça m'échappe un peu, je vais dire très clairement. Moi, je suis un homme du terrain, donc je suis plutôt au niveau du micro. Et effectivement, la réponse qui est apportée à nos collaborateurs, merci Pierre, micro, il est là en fait. Ouais. C'est ce qu'il a essayé de me montrer. C'est important de dire, pardon, à l'ensemble de nos adhérents, aux acteurs de la filière, c'est effectivement qu'il y a une forme d'aujourd'hui de remise en question d'innovation et qu'on va aller vers des solutions qui sont des solutions encore aujourd'hui pas connues. Mais tout à l'heure, on parlait justement, c'est intéressant, d'écoles, de formation, d'observatoires, de partage d'informations pour ne pas aussi subir l'exécutif et le top-down. Est-ce que, Franck, vous partagez, il y a des industriels présents dans l'audience et dans ce congrès, vous partagez avec eux en termes de R&D quand ils réfléchissent sur des nouveaux produits? Quand vous parlez de béton bas carbone, c'est une innovation en gestation, mais ce n'est pas acquis. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion partagée aussi sur les choix de matériaux en amont? Alors, bien entendu, alors je vais dire les deux en fait, en réalité, parce que quand je dis les deux, c'est en amont et en aval. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont engagées. On est au travers de nos projets sur des vrais questionnements. Et donc, effectivement, cette proximité est indispensable. Il y a toujours une proximité forte, en fait, dans les phases de conception entre les industriels qui apportent des solutions techniques, de la technologie, en fait, et les maîtres d'œuvre en général, qui peuvent être architectes, bureaux d'études, etc. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et ce qui est certain, c'est que derrière, on puisse aussi collaborer en aval, c'est-à-dire avoir, en fait, un regard sur ce qui a été fait. Voilà.
Là où on est peut-être un peu pris de court, où je reviens sur ce côté un petit peu contraignant, c'est qu'aujourd'hui on a des échéances et qu'il y a des puissances, il y a des gens qui ont de l'argent, qui peuvent investir beaucoup, et il faut qu'on puisse les accompagner dans ces réflexions-là. Je ne vous cache pas que si un industriel appelle un confrère pour raisonner ou qu'il soit accompagné sur une réflexion, ça devient un peu délicat parce qu'on a une vraie réflexion d'abord nationale avec des retours de terrain. Voilà. Donc la vraie difficulté, elle est là. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, la relation qu'on a avec les industriels, elle est dans les deux sens. Et c'est inévitable. Je voudrais juste, parce que je vais devoir partir bientôt. Ah oui, juste, si vous permettez de prendre la parole, c'est bon, voilà. comme argument. Voilà, je voudrais juste revenir sur l'histoire de l'Europe. Et bon, zéro carbone, c'est la neutralité carbone. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que personne n'a le droit de faire du... C'est 2050. Voilà, et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire un barbecue, parce que quand vous faites un barbecue, vous n'avez pas le droit de respirer. Quand vous respirez, vous émettez du carbone. Donc effectivement, bon, c'est la neutralité carbone. Non, je voudrais intervenir sur l'histoire de l'Europe parce que je crois qu'il ne faut pas avoir en tête l'idée que le but de l'Europe en ce moment, c'est de relocaliser sa production au prétexte que ça coûterait cher en carbone de faire venir les choses de Chine ou d'ailleurs. Tous les pays européens, à part l'exception assez particulière de la France, c'est quand même nos représentants au Parlement européen qui ont voté contre le CETA, contre le traité de libre-échange avec le Canada. Mais de même que pendant la période de confinement, l'Union européenne, sous présidence croate, a signé un traité de libre-échange avec le Vietnam, malgré une abstention de la France, qui n'a pas mis son veto, mais qui s'est abstenue. Mais les pays autour de nous sont persuadés que la taxe carbone ne doit pas être un usage protectionniste pour permettre de sauvegarder nos industries en disant on va faire en sorte qu'elles polluent, elles continuent à polluer, et que s'il y a des gens qui sont moins polluants à l'extérieur, on remonte au niveau pour nous autoriser à polluer. C'est pas ça la logique. De même sur la filière bois, il y a quand même, au dernier Conseil européen, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a dit à notre président de la République, et qui disait qu'il fallait rétablir la filière bois et tout ça, il lui a dit, est-ce que vous croyez que les gens qui produisent du coton sont obligés d'avoir des industries textiles? Alors, notre président de la République a été un peu surpris, et Mark Rutte lui a répondu non. Le coton se produit à un endroit, les chemises à un autre endroit, et se consomment dans un troisième endroit qui peut être quelquefois l'endroit où a été produit le coton. Le coton qui est fabriqué aux États-Unis sert à faire des chemises au Bangladesh qui sont portées par des Américains aux États-Unis. Et donc dans la filière bois, on produit du bois. Cette filière va donner au Vietnam, puisque nous avons un traité de libre-échange, ou en Chine, des produits qui vont être des produits finis. Et l'enjeu, c'est l'utilisation de ces produits et surtout de vérifier que dans la fabrication de ces produits vis-à-vis du carbone, l'usinage de ces produits n'a pas généré, a généré une certaine quantité de carbone que l'on va sanctionner à l'entrée sur notre territoire national. Mais je crois qu'un des dangers de la position de la France, c'est de vouloir utiliser les enjeux du carbone et la taxe carbone comme outil de protectionnisme pour essayer de sauver des emplois. Pour relocaliser dans des logiques de filière. Voilà, de relocaliser. D'autant plus que, pour conclure, sur la relocalisation, il va y avoir des emplois à sauvegarder parce que les gens qui sont en télétravail, vous savez, l'autre jour, j'étais à un séminaire à la Défense et il y avait un des participants qui disait désormais le concurrent de la Défense, c'est Orléans et Rambouillet. Parce que les gens qui viennent à la Défense, ils peuvent travailler depuis Orléans et Rambouillet. Et j'ai conclu en disant, mais ils peuvent travailler depuis Brazzaville aussi. Parce qu'avec les mêmes outils, ce que l'on fait à Orléans pour les gens qui sont à la Défense, on peut le faire aussi à Brazzaville. Et donc le véritable enjeu, c'est pas de relocaliser la filière bois, c'est de faire en sorte que notre main-d'œuvre, les gens que nous faisons travailler, soient suffisamment efficaces pour que la concurrence des Chinois, la concurrence de Brazzaville, ne soit pas capable de détruire nos emplois. Donc l'enjeu, ce n'est pas de relocaliser des emplois, mais c'est de créer des emplois qui n'existent pas ailleurs et qui sont suffisamment performants pour qu'ils ne soient pas détruits immédiatement par des Chinois, des Congolais ou des Vietnamiens. C'est donc la maîtrise des maillons à valeur ajoutée dans la chaîne de valeur plutôt que la maîtrise géographique. Absolument, absolument. D'accord. Ah, voilà, je ne pouvais pas entendre une meilleure phrase avant de partir. Non, mais parce que c'est vrai que pour le bois, il augmente de 20%. On est un pays de forêt, un pays de production de bois. On le vend à la Chine et on subit les augmentations de hausse de bois de 20%. Donc la question se pose, on parlait de cycle de vie à 50 ans. Mais je vous rappelle, l'élu, il est dans un mandat court, c'est la Constitution qui est comme ça. Oui, l'élu, si vous voulez, c'est là aussi. Il a aussi des logiques de court terme, il doit rendre des comptes
pas à ses électeurs, aux électeurs. Oui, ça peut se comprendre aussi. C'est ce que disait Jan Tinbergen, qui a été le premier à avoir le prix Nobel d'économie, non pas d'économie de la construction, mais d'économie. Dans son discours, il a commencé en disant qu'être économiste, c'était penser à la génération future, et puis s'est tourné vers le Premier ministre suédois qui assistait à la chose. Et être politique, c'est se penser à la prochaine élection. Et donc, c'est assez caricatural, mais ça a été repris par beaucoup de gens, y compris les hommes politiques, ce qui provoquait que quelque part, ils ont un doute sur ce qu'ils font. Oui, mais on n'a pas inventé mieux que la démocratie. Et c'est des votes, c'est des mandats. Après, les mandats ont été écourtés ces dernières années. C'est un vrai sujet. Et juste avant, à Julien Plantier, en tant qu'élu, la RE 2020, comment vous l'appréhendez? Est-ce que c'est un facilitateur? Est-ce qu'il y a un caractère un petit peu contraignant aussi? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce soir, je comprends pourquoi les porteurs de projets veulent absolument déposer leur permis de construire avant le 31 décembre, au vu des enjeux tels qu'ils sont décrits. Et je m'associe pleinement dans cette démarche, parce que je vois très bien que c'est à la fois une approche empirique par rapport à ce qui a été décrit, mais aussi une approche aussi vertueuse. Et là-dessus, je crois que je pense qu'il faut. Nous, on n'est pas du milieu, donc c'est un regard extérieur, mais je pense qu'il faut l'envisager comme une opportunité. Et je suis certain que les économistes vont avoir à cœur d'accompagner les différents projets, parce que c'est aussi grâce à vous que ça passera et que la réussite de ces RE 2020 pourront y être. Moi, il y a juste un point sur lequel je souhaitais voir, mais c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué. Et là-dessus, peut-être que vous n'êtes pas forcément concerné, mais il y a aussi un autre objectif, notamment à l'échéance 2050, c'est cette loi climat et résilience qui envisage cette zéro artificialisation du territoire, et qui là aussi nous pose débat en tant que porteurs de projet. Et franchement, quand on regarde, quand on prend et qu'on superpose toutes ces normes, sans compter les normes imposées au niveau local, franchement, aujourd'hui, vouloir mettre en place des projets sur le territoire national, vouloir construire sur le territoire national, il faut être extrêmement courageux. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une double discours, sans faire de politique, mais un double discours d'un côté d'essayer de donner de l'oxygène à la vie économique, au développement économique par nos représentants nationaux, et dans le même temps quand même amener un certain nombre de contraintes qui viennent fortement limiter. Et là-dessus, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que construire, c'est du développement économique, c'est de l'attractivité pour le territoire, et qu'il faut vous accompagner, et que malheureusement, vous faites l'objet, mais nous aussi, parce qu'à partir du moment où on accepte vos projets, on est avec vous dans cette bataille. Il y a malheureusement une image négative qui est posée, les bâtisseurs, des constructeurs. Donc là-dessus, je pense qu'il y aurait vraiment une nécessité à envisager une communication plus vertueuse, et sachez qu'on sera à vos côtés en ce sens. Jean-Marc Daniel, je sais que vous devez nous quitter pour la Suisse. Excusez-moi, je vais partir rejoindre d'autres économistes. Je suis à un colloque de la Banque nationale de Suisse sur l'inflation, mais rassurez-vous, je pense que c'est un faux problème. Donc les prix ne vont pas augmenter, sauf les prix de l'énergie, et ils doivent augmenter beaucoup si on rajoute la taxe carbone. Merci de m'avoir accueilli, et je suis désolé de vous quitter aussi rapidement. Merci Jean-Marc Daniel. On applaudit, on continue un peu le débat. Caractère, cette dualité entre le mandat local qui est court, ça dépend des mandats, et puis une prévision à long terme et parfois une surréglementation dans notre pays, ça, en tout cas, ça renforce encore plus l'usage, la nécessité d'utiliser le cycle de vie si on peut actualiser les données dans le cycle de vie. Puisque l'enjeu du cycle de vie, c'est qu'on puisse actualiser les données qu'on intègre. Alors, l'enjeu, c'est... que ce soit un outil de pilotage. Non, mais on est complètement d'accord. Vous parliez du ZAN à fort juste titre. Le ZAN, c'est quelque chose qui est monté en pression en France d'une manière assez incompréhensible, puisque le concept vient des travaux du GIEC d'il y a 4 ans, principalement orienté vers les pays en voie de développement, c'est-à-dire l'Asie et l'Inde. Où là, effectivement... on compare la situation en Europe avec, par exemple, l'Inde qui va construire 10 villes de 10 millions d'habitants en 10 ans. Donc là, effectivement, il y a un sujet d'usage du sol. Mais en France, l'usage du sol, en fonction des métriques que vous prenez, qu'est-ce qu'un sol artificialisé, qu'est-ce qu'un sol imperméabilisé, qu'est-ce qu'un sol utilisé, en fonction des métriques, vous avez soit de la consommation, soit au contraire de la rétrocession et de la transformation en forêt. Donc l'intérêt de ce débat, je pense, il est plutôt pour les élus locaux et les porteurs de projets de redéfinir des définitions de quoi on parle derrière, quels calculs on met devant, quels travaux et objectifs on se fixe. Et là, je pense qu'on ira vers quelque chose de plus sain. L'objectif, encore une fois, de simplification qui emmène vers le simplisme, ça nous rend idiots.
On n'est pas simplet. On est fait pour traiter des sujets complexes, manager des notions complexes qui ont des multiples impacts. On parlait tout à l'heure de valorisation de biens, de gestion des analyses de cycle de vie. On a des outils supplémentaires pour aller évaluer la valeur d'un bien au-delà de l'analyse de cycle de vie, avec des outils type, notre économiste est parti, mais de type Monte Carlo, ou tirage holistique, ou d'options réelles. Et l'intérêt des économistes de la construction, c'est de maîtriser maintenant ces notions financières pour pouvoir traduire l'excellent travail qui est fait, et Franck l'a dit, par les économistes sur le coût global de l'opération, dans la valeur d'un bien. Et c'est comme ça que je vendrai 10% plus cher mon bâtiment performant en coût global, avec les garanties associées, à mon investisseur préféré, puisqu'on fournit un petit peu de logement pour le logement social, parce que je lui garantirai une durée de vie et un coût de possession de l'immeuble inférieur à un coût standard. Nicolas Prudhomme. Peut-être aussi, pour revenir sur la zéro artificialisation des sols, en fait c'est un objet extrêmement complexe aujourd'hui où, contrairement à ce qu'imagine la majorité des gens qui apprennent l'information par les médias ou autres, n'a pas d'indicateur abouti, puisque cette politique porte 7 champs différents d'intervention extrêmement complexes, et on n'arrive pas aujourd'hui à définir un indicateur. Ce qui veut bien dire qu'on n'est pas dans le simple débat de est-ce que j'ai artificialisé, pas artificialisé avec un enrobé. Et pour cause, on voit également dans ces indicateurs la difficulté à établir un indicateur de la biodiversité. Il en existe pléthore. Et on arrive à des déclinaisons en fait, d'indicateurs locaux, territoriaux, qui sont propres soit à la politique d'une collectivité ou d'un groupement, soit à une logique locale, ce qui revient parfois un petit peu au même, si le passeur d'ordre, en tout cas, il reste une collectivité. Donc on voit que tous ces sujets sont toujours basés sur des indicateurs qui doivent représenter aussi ces politiques, qui sont très complexes, et comme vient de le dire Franck, on voit parfois dans une forme d'amateurisme des simplifications en pensant, donc la zéro artificialisation des sols, si on a un bilan qui est nul de sol. Or en France, ça ne veut pas dire ça. Par contre, ça amène un niveau de montée en compétence des acteurs, notamment des maîtres d'œuvre qui accompagnent les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage doivent monter en compétence, ils passent l'ordre. Donc s'ils ne savent pas de quoi ils parlent, là c'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je reviens encore un peu sur la même chose. Nous, notre mission, c'est de faire que les maîtres d'ouvrage se questionnent, se saisissent de ces sujets avec une vraie dynamique, puissent à leur tour avoir un écho du côté des maîtres d'œuvre qui sont les experts qui sont là pour les accompagner et qui doivent aussi monter en compétence sur ces sujets qui sont tout nouveaux. Et c'est la fabrique des deux qui va permettre de définir les bonnes traductions de ces politiques sous forme d'indicateurs, parce que chaque fois qu'on va parler de coût global ou de cycle de vie, il va falloir mettre ça en équation, sur des équations qui sont, comme on l'a dit, conventionnelles et formelles, et qui parfois, si on les regarde aussi avec un œil professionnel, peuvent surprendre. Je prends un exemple simple. Dans le moteur de calcul de l'ARE 2020, on a la durée de vie conventionnelle d'un bâtiment qui est de 50 ans. Voilà. Est-ce que c'est compatible avec la notion de durable ? C'est-à-dire 50 ans, de mon point de vue, j'ai le sentiment qu'on parle d'un bâtiment consommable. La majorité des bâtiments qui composent nos villes sont beaucoup plus anciens. Ceux qui ne vivent pas 50 ans, c'est des choses mal construites, des petits pavillons, des choses comme ça qui ont été faits à la va-vite. Mais le gros de la troupe a plus qu'un siècle en général. Donc partir du principe que pour pousser des décisions politiques, on bricole des seuils qui ne représentent plus rien qu'une convention, on va au-delà de grands écueils parce qu'on perd le sens même de ce calcul conventionnel. Et c'est là où il faut énormément monter en compétence. Si je fais un flashback sur cette histoire de RE 2020, c'est une vision qui est propre à une partie de la filière de la construction, ce que je vais vous expliquer, mais on a saisi d'un côté une formidable opportunité de progresser. Formidable opportunité, pourquoi ? Parce que pour la première fois, grâce à la RE 2020, on prend en compte le carbone. Donc ça, c'est unique. Et finalement, le job est fait. Je caricature, mais le job est fait, la RE 2020. C'est-à-dire, le carbone est présent dans la construction. Voilà. Et il a une place prépondérante, même dans un arbitrage pratiquement de priorisation entre le carbone et l'énergie. Ce qui est loin d'être évident, mais on a quasiment une priorisation qui en découle. Le problème, c'est que la première mouture de l'ARE 2020, par le calcul et par ses seuils, amenée à la fois par une forme de dogmatisme, mais aussi parfois aussi de non-connaissance, parce que quand on crée un moteur de calcul complexe, il y a des effets de bord, il y a plein de choses qui se produisent, et on s'est retrouvé avec un faisceau de contraintes qui, mécaniquement, imposait des solutions voulues ou parfois pas voulues, et donc la disparition à très court terme de filières complètes industrielles.
Et quand on parle de mixité, alors vous me dites la mixité c'est loin d'être évident, est-ce que c'est pas une tarte à la crème, est-ce que c'est pas... Ce que je n'ai pas dit, hein. J'ai dit qu'on allait aller vers de la mixité. Mais... La mixité, que recouvre ce terme? Il recouvre le fait que, il n'y a certainement pas de vérité absolue, c'est-à-dire ce serait même extrêmement dangereux de créer un vecteur, un élément de construction, etc., unique, qui donc par définition peut être monopolistique et éradique autour tout ce qui peut apparaître, toute innovation, etc., parce qu'il n'y a plus la place. C'est-à-dire vous voyez très bien la difficulté qu'on a à innover. Même pour réaliser la RE 2020, innover, c'est à produire un certain nombre de matériaux biosourcés, etc. Il faut des ATEX, il y a un parcours du combattant. Nos amis pompiers n'ont pas encore donné leur avis sur la construction bois en détail, etc., etc. Donc vous voyez que rien que l'innovation, de toute façon, donc si vous avez un monopole qui est déjà défini par des calculs réglementaires ou conventionnels, c'est une catastrophe. Et simplement, ce qui s'est passé dans ce long débat de la RE 2020, l'objectif était de desserrer une partie de ces seuils, une partie de ces paramètres, pour permettre à des filières d'avoir une visibilité moyen terme, je ne parle même pas de court terme, mais moyen terme, qui lui permet d'avoir l'espoir de se transformer. Dans la première mouture, le béton disparaît. Vous avez 5 ans pour arrêter le béton, donc je ne vois pas d'industriel se lancer dans cette aventure. Ça consiste à créer un monopole. Ça consiste à créer un monopole de solutions, ce qui est dangereux. On le voit quand, par exemple, les matières premières explosent ou quand on n'en a pas suffisamment sur le territoire. Ça mène dans une impasse directe. Desserrer les contraintes et donc partir à nouveau sur le but original qui était une transition. On a parlé de transition écologique et climatique. On ne parle pas de choc, on ne parle pas de rupture. Ce n'est pas le choc pétrolier. Donc l'objectif, c'est de ménager un petit peu les industriels, les sachants, les experts, créer l'happening. Et donc l'happening est fait. Donc c'est pour ça que je dis le job est fait. On sait qu'on va faire du bas carbone. Et de laisser par contre cette perspective aux industriels de pouvoir se transformer. Et là, le jeu du marché, il est assez darwinien. C'est-à-dire que celui qui est capable, qui sait faire une innovation à bon coût, eh ben, il avance. Et puis celui qui ne sait pas faire ou ne peut plus faire, il se développe sur autre chose. Voilà. Et c'est ça qui a été voulu aussi lorsque cette filière construction, c'est un moment assez braqué, assez tendu sur les premières moutures de la RE 2020. L'objectif était de créer ces degrés de liberté qui n'existaient pas et de permettre, redonner du sens au calcul conventionnel, qui s'écartait de la réalité parce qu'il était dogmatique au final, et surtout laisser ces filières-là, qui sont l'économie, qui sont nos emplois, qui sont tout en fait pour nous, leur laisser le temps de respirer, de s'adapter. Franck, ce débat témoigne de votre capacité de travailler et d'échanger ensemble. Il y a vraiment des convergences très fortes sur l'utilité du cycle de vie, sur la RE 2020 qui doit être peut-être plus souple. Et vous parliez tout à l'heure d'observatoire de partage d'expérience entre vous. En tout cas, je l'ai noté pour l'USH, le mouvement HLM, la FPI, les promoteurs immobiliers, l'Intec, peut-être les architectes et forcément au travers des collectivités aussi. Est-ce que, question candide, est-ce que tout est écrit dans le marbre pour les prochaines étapes de la RE 2020 ou est-ce que votre travail empirique, expérimental, professionnel peut faire varier les choses? Parce qu'on a tous le même objectif, hein, c'est pour nos générations et les générations futures. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est le préalable. C'est-à-dire qu'au travers du CSC2E, on a été amené à se parler, on a été amené à travailler ensemble, à identifier différents scénarios et presque parler d'une voie commune. Alors c'est vrai qu'on a toujours notre indépendance, une forme d'indépendance sur des prises de position. Toujours est-il, on a eu un lieu où on a pu travailler, un lieu où on a pu échanger. On parlera peut-être d'autres éléments tout à l'heure, parce que là on parle beaucoup du projet, de l'acte de construire, mais toujours est-il, voilà, ça a été un lieu. Ce qui a été intéressant derrière, c'est que, mais c'est là encore une fois très français, c'est au regard de la contrainte, en fait, on s'est rassemblés pour trouver des solutions et engager des réflexions. Donc la réponse, elle est évidente. Elle va toucher différents facteurs, mais aujourd'hui, la dynamique, elle est lancée. Alors elle est lancée au sein de la maîtrise d'œuvre, je suis très content de ta présence, mais elle est lancée surtout avec nos maîtres d'ouvrage. Mais il y a d'autres enjeux, moi, ce qui m'atterre, alors j'ai eu la chance d'être invité par Nicolas, en fait, au congrès de l'USH, et en fait, on a passé peu de temps ensemble, mais le peu de temps qu'on a passé ensemble, j'ai pu essayer de passer un message qui, pour moi, est un message qui ne devrait pas, d'ailleurs, sortir de ma bouche, parce qu'on n'est jamais qu'économiste de la construction. Mais pourquoi on continue à avoir ce système de financement qui fait qu'en fait, tout est fait pour concentrer les réflexions sur l'aide à la pierre, donc l'investissement initial. Et de la même manière, j'ai adoré la question qu'a eu Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que Philippe a participé, en fait, à la masterclass sur le coût global. Et il a posé la question, mais à partir du moment où on ne modifie pas les plans comptables, qu'ils soient publics et privés, comment voulez-vous qu'on arrive à discuter? Donc en fait, à un moment donné, ça nous échappe. C'est-à-dire que nous, on est contraints, on va trouver des solutions. Alors c'est mon côté très optimiste, puisque je suis un homme du terrain et que nous, on a notre place et on va la prendre dans le dispositif. Pour autant, ce n'est pas suffisant.
Et je pense qu'il devrait effectivement y avoir d'autres préoccupations que celle de nous contraindre et nous forcer, en fait, tout simplement à dialoguer. Donc la réponse, elle est évidente. Elle est évidente. On n'a pas fini de parler de nous. On va être très très proche. Il y a des tas de solutions qui sont envisageables. J'ai adoré tout à l'heure Nicolas quand il a parlé de sa formation. Très clairement, il y a un accord qui va être trouvé avec l'Intec. Enfin, on est dans une dynamique très positive pour apporter une réponse globalement. L'école de la maîtrise d'ouvrage. Tout à fait. Voilà. Et puis l'observatoire, on a déjà parlé. Nous, il est plus qu'important que les économistes retrouvent notre place au niveau. Alors, prix-coût, on peut en discuter longtemps avec l'économiste. Toujours est-il aujourd'hui, il faut avoir des marqueurs. Il faut avoir, quand je dis des marqueurs, des traceurs qui nous permettent tout simplement de se repositionner en fonction des constats. Et ça, très clairement, on a besoin d'être tous autour de la table pour voir ces marqueurs et ces traceurs. Si vous avez chacun un mot de conclusion, et après, vous avez probablement des questions, donc on vous écoute. Mais peut-être que vous voulez dire un dernier mot. Je vais rebondir très vite sur ce qu'a dit Franck. On appelle de nos voeux à ce que la ministre qui nous l'a promis mette en place cet observatoire multipartite qui permette aussi aux collectivités d'ailleurs d'avoir une visibilité sur la typologie de ce qui est construit, les objectifs atteints de performance énergétique et carbone, et d'avoir un effet retour sur ce que peut produire le neuf. Parce que moi, ce que j'entends, c'est aussi que le neuf peut être un vecteur d'innovation, si on nous en laisse la place, pour aussi diffuser sur l'ancien et la rénovation de l'ancien, voire la reconstruction de l'ancien. Parce que je plaisantais à peine en disant à Valérie qu'il va falloir démolir des trucs. Mais cet observatoire, il n'est pas acquis? Non, il n'est pas acquis. Il n'est pas acquis. Mais on est sur une logique, conceptuellement parlant, de cycle de vie à 50 ans. Donc ce serait logique que la loi, une fois posée, elle ne soit pas gravée dans le marbre et qu'il y ait des échanges au quotidien. Sinon, ce serait antinomique. C'est ce qui est normalement prévu, c'est-à-dire un observatoire et une clause de revoyure dans la réglementation. Oui. Mais ce n'est pas encore acquis parce que toute chose qui n'est pas posée dans les décrets ou les arrêtés n'est pas acquise. Mais vous pensez qu'il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles on ne donnerait pas vie à cet observatoire? Je ne pense pas. J'ose espérer que nous allons pouvoir mener ce projet à bout. Parce que ce qui est très intéressant, c'est de façon transverse, vous allez partager vos expérimentations et ce serait bien que tout le monde puisse en profiter et l'exécutif aussi. Bien sûr, et les collectivités qui doivent délivrer les permis en connaissance de cause, parce que c'est un vrai sujet pour, je pense, un pouvoir politique et ses services instructeurs de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et jusqu'où on peut pousser le curseur. Et je reviens sur cette notion de coût-optimum. Ça sert à quoi de faire des chartes où vous augmentez les performances pour, en fait, comme le disait fort bien Nicolas, avoir uniquement un impact sur le conventionnel et où finalement l'impact sur le réel va être très faible. Ne confondons pas la carte et le territoire. Il y a des ordres de grandeur, des enjeux qui sont au-delà de nos calculs conventionnels réglementaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire ce que disent toutes les personnes qui ont conçu la RE 2020. La RE 2020 n'est pas un outil de conception. C'est un outil de calcul conventionnel. Donc je le répète haut et fort, pour tout le monde, ne concevez pas vos immeubles avec la RE 2020. Alors je sais que je prêche dans le désert et que vous allez tous le faire, parce que vous allez chercher à rentrer dans les seuils. Mais utiliser le cycle de vie, déjà, commencer. Et le coût global, avec la traduction, parce que Franck a raison, le jour où on arrivera ensemble à traduire ces notions-là dans la valorisation des actifs, parce que c'est ça qui pêche aujourd'hui, c'est que cette traduction, on n'a jamais pu la faire. Et si le coût global, on n'y arrive pas, si personne ne le demande, c'est à cause de ça. C'est une traduction du travail technique vers le travail financier. Valérie ou Julien, et puis après on écoute les questions, ou Valérie Flicoteau, pour conclure. Si vous voulez, moi ce que je pense, c'est que la RE 2020, il faut faire autrement. Ça, tout le monde est d'accord pour faire autrement. La RE 2020, c'est un premier pas. Elle introduit ces questions de carbone, plus ou moins adroitement ou maladroitement, chacun verra le verre vide ou plein selon là où il parle. Elle introduit aussi quelque chose qui est assez nouveau, c'est la question du confort d'été. On est à Nîmes, on parlait des canicules tout à l'heure. Je pense que s'interroger aussi très clairement sur la résilience des bâtiments qu'on construit, la capacité à supporter des périodes de canicule dont on sait qu'elles sont
de plus en plus longues, c'est aussi important. Mais du coup, faire de quelque chose une approche réglementaire qui était d'abord limitée au confort d'hiver, y rajouter la brique analyse de cycle de vie et la brique au confort d'été, c'est beaucoup de complexité. C'est obliger tout le monde à se repositionner, à se re-questionner. C'est obliger aussi les filières à se penser différemment. Effectivement, je pense qu'on est au début de quelque chose qui doit continuer, qui nous amène à faire autrement. Je ne vais pas revenir aussi sur le zéro artificialisation nette. Effectivement, nous, bien sûr, on pense qu'on prêche depuis des années cette idée qu'il faut faire la ville sur la ville, qu'il faut intervenir différemment, avoir une politique d'aménagement du territoire différente, réinvestir les centres-villes, peut-être en limitant les entrées de ville et réinvestir, remettre la vie en ville en construisant aussi et en reconstruisant la ville sur la ville différemment, avec peut-être, et là peut-être que je pourrais admettre cette question d'une soustraction aussi de bâtiments dans le milieu urbain dense, peut-être enlever un peu pour pouvoir donner plus d'air et permettre d'accéder au confort contemporain. Oui, il faut se poser toutes ces questions-là, bien sûr. On doit changer tous et réinventer notre façon de construire. Voilà. La réglementation, de toute façon, moi j'ai un petit peu envie de vous dire, les projets les plus innovants, les plus vertueux et ceux qui se projettent vraiment dans l'avenir, ils sont souvent pilotés par des architectes et par des maîtres d'œuvre qui n'ont pas besoin de réglementation pour se mettre en marche. La réglementation, elle est là pour essayer d'emmener tout le monde, c'est-à-dire de tirer ceux qui ont du mal à bouger. Elle n'est jamais satisfaisante, elle est toujours très éloignée de la réalité et c'est pas elle qui permet de construire de façon vertueuse. Aujourd'hui, si on veut construire de façon vertueuse, il faut aller bien plus loin que ce que nous invite à faire la réglementation. En même temps, on a besoin effectivement que tout le monde fasse autrement. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. C'est pas une question. On dit coût global et cycle de vie, et ça veut dire que dans ces bâtiments, il y a de la vie. Et en fin de compte, ceux qui utilisent ces bâtiments peuvent en fin de compte rendre ces bâtiments contre-performants. Et comment aujourd'hui on peut, je veux dire, faire aussi que ce paramètre, il faut le contrôler, de savoir que les hypothèses qu'on a prises, est-ce que ce sont vraiment les bonnes ? Parce que, je veux dire, quand on est passé dans les maisons, on a fait des maisons passives, où on a mis des gens juste avec un petit bout de chauffage, là, et la personne qui était habituée, même en plein hiver, à ouvrir sa fenêtre pendant 2 heures pour aérer la couette, on a vu que la consommation n'était pas du tout par rapport à ce qui était indiqué. Donc je pense qu'on réfléchit beaucoup sur la conception. Vous avez dit, c'est pas qu'un outil de conception, il faut bien intégrer cette notion de cycle de vie. Et il y a très longtemps, on avait fait une étude sur le sujet, notion de coût global sur des lycées et des collèges. Il y a un souci, c'est que les gens ils veulent bien vous dire combien ils ont investi. Quand on leur parle de qu'est-ce que vous consommez, combien ça coûte l'entretien, là on a l'impression qu'on va excusez-moi l'expression, on va les violer. Et l'étude qui avait été faite, c'était vraiment comment les gens se comportaient. Et par exemple, quand on avait un lycée où on avait un proviseur qui était un peu babacool et un proviseur qui était un ancien militaire, eh bien, l'entretien coûtait moins cher avec l'ancien militaire parce que lui, dès que la poignée de porte commençait à gigoler, il a resserré. Et l'autre, eh bien, c'est quand la porte est arrachée qu'on l'a remplacé. Donc, d'où l'importance. Voilà. Et ça, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans les bâtiments, il y a de la vie. Vous voulez parler donc de la révision des données, du cycle de vie ? La révision des données, de l'usage et de la façon dont le bâtiment est utilisé. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous échappe, nous, constructeurs, concepteurs. Moi, j'introduisais cette question. Ce qu'on doit faire, nous, c'est de faire des bâtiments qui sont les moins consommateurs possibles, les plus robustes possibles pour pouvoir traverser le temps. Donc, derrière ça, il y a cette notion aussi que l'usager doit pouvoir trouver sa place simplement, facilement. Après... Mais alors, justement, je n'ai aucune connaissance technique, mais
parlons du digital parce que c'est une révolution qui n'était pas réglementaire et heureusement, sinon ça aurait été dramatique. Et cette révolution, on doit faire avec et elle a un énorme potentiel avec quelques travers qu'on connaît. Mais est-ce que le digital dans votre secteur qui se traduit par les maquettes numériques, les maquettes BIM, ne pourrait pas être un support pour actualiser ces données par rapport à l'usage, pour avoir des données actualisées en fonction des usages des utilisateurs et pour aussi ajuster le tir dans le cycle de vie et tous les calculs qui sont faits? Alors, il y a deux questions. La première, c'est la question de l'impact de l'usage. Là, je reviens sur ma réglementation. Les taux de ventilation de la réglementation ne correspondent pas aux usages. On fait comme si les gens ne vivaient pas dans les logements. Ils ne cuisinent pas, ils ne prennent pas de douche. On est toujours sur les taux de ventilation de 1982. Donc, concevoir un immeuble aujourd'hui avec ces taux de ventilation, c'est aller dans le mur. Deuxièmement, les usages qui sont dans les conventions ne sont pas avec les mêmes usages que de 1970. Les gens ne sont pas chez eux dans la journée. D'accord? Ça, c'est la convention. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à re-questionner, comme le fait Pierre, la réalité des usages pour avoir des simulations qui soient plus proches de la réalité de ce qui se passe. Deuxième question que vous posez sur le digital. Oui, évidemment, l'intérêt de nos calculs carbone, c'est que ça ne soit surtout pas un document qui se transforme en attestation qu'on met dans une boîte et qui meurt. L'objectif, c'est de pouvoir transmettre aux acquéreurs, aux utilisateurs, une vision de ce qu'on avait prévu, de manière à ce qu'ils aient une vision dynamique et qu'ils puissent adapter leur gestion, voir où ils en sont par rapport aux consommations, par rapport à ce qui avait été estimé par les concepteurs de l'ouvrage. Et là, on passe vers une autre notion qu'on appelle plutôt le carnet numérique ou le passeport du bâtiment, qui implique de digitaliser, les données passives du bâtiment, et de disposer de capteurs et de retours d'informations sur la consommation et la manière dont les gens vivent dans leur logement. C'est vertueux pour tout le monde. Comment ? C'est vertueux pour tout le monde. Et c'est vertueux pour tout le monde, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je suis heureux en fait parce que Franck il vient de dire ce que j'attendais ce qu'il dise, c'est-à-dire qu'en fait il va intégrer cette dimension alors au coût global parce que pour lui ça va devenir un levier commercial. Donc en fait l'idée qui est développée derrière tout ça et ça va dans le bon sens et ça va dans l'air du temps, c'est qu'en fait nos amis et chers clients promoteurs vont pas s'arrêter au moment où ils vendent, mais il va falloir qu'ils fassent tout ce travail en fait dans la durée pour faire la démonstration en fait de l'objet qu'ils construisent soit voilà. C'est un peu différent. C'est comment j'intègre dans la valeur de mon bien la preuve de la durabilité tout à fait. Dans le temps. Parce que moi, en tant que promoteur, je ne garderai pas l'ouvrage. Par contre, je peux intégrer dans la valeur des notions de durabilité différentielle qu'aujourd'hui, personne n'intègre dans la valeur des bâtiments. Franck, un dernier mot pour conclure ? Écoutez, c'est quand même très très agréable. Je ne vous cache pas que c'est vraiment très plaisant. Quand Pascal, il est là, avait initié en fait, je ne sais pas, il était là tout à l'heure. Quand Pascal a initié en fait le thème de ce congrès, on ne pensait pas qu'on serait aussi en tout cas dans le dur en termes de réflexion, très clairement. On avait nous une vraie volonté en fait, c'était de faire savoir qui on était, ce qu'on faisait, comment on pouvait en fait être au milieu du dispositif. Très clairement, aujourd'hui, on est au centre du dispositif. Alors au centre, accompagné, mais on est au centre du dispositif. Je suis très prudent parce que on est dans le cas des groupements. C'est pas de la prudence d'ailleurs, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chaîne en fait et qu'il ne faut pas qu'il y ait de faiblesse sur cette chaîne, très clairement. Moi, sur le digital, en fait, j'ai pris aussi un grand plaisir de présenter en fait, alors les prémices parce que c'est un outil qui est un outil d'aide à la décision, d'arbitrage, mais qui doit évoluer en fait. Et la vraie difficulté, alors tu l'as dit Pierre, tu as posé la question qui va bien, mais cette question, on se l'est toujours posée en fait. C'est bien construire, c'est une chose, derrière c'est bien utilisé, c'est bien géré, etc. Et en fait, il faut qu'on aille au-delà, voilà. Il faut qu'on aille au-delà, donc on est à votre disposition très clairement pour mener ces réflexions-là. Valérie, Franck, Nicolas, merci d'être présents. On peut peut-être applaudir nos intervenants. Et merci à toute l'équipe emmenée par Michel de réalisation. Tous ces débats seront sur YouTube dès lundi, si vous voulez les regarder ou en parler à vos collègues ou à vos proches. Merci et merci Franck. À très bientôt.